Et on va démarrer. Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut supérieur du droit. C'est la dernière masterclass de l'année et on a le plaisir, le bonheur de recevoir Solène Brugère qui est avocat au barreau de Paris. Même avocate. Avocate, tu dis? Ah oui. Bah, bien sûr, il faut. Et ancien membre du Conseil de l'Ordre, donc c'est du lourd. Vraiment, c'est une chance. Pour la petite histoire, on bossait ensemble dans le même cabinet d'avocats et on s'est rencontrés donc il y a, je sais pas, 13 ans, un truc comme ça. Ne me rappelle pas le grand passage. Effectivement, ça devait être en 2012, non? Ouais, 2012. Donc, tu vois, ça fait un moment. Aujourd'hui, c'est un thème qui est fondamental sur l'éthique dans le monde des affaires. Et Solène, ben, merci encore d'être là. Et puis, je te laisse driver cette masterclass comme tu le souhaites. Et bien sûr, il y aura de l'interaction, un échange avec nos étudiants comme toujours. Et merci encore d'être présente aujourd'hui. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Amandine. Bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement un grand bonheur et un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour cette masterclass, la dernière de votre année. J'ai vu le profil des dernières personnalités qui ont été invitées à la masterclass. Alors, je suis très humble devant cette présentation, mais merci infiniment, Amandine, pour cette invitation et cet intérêt justement pour l'éthique des affaires, qui est non pas une nouveauté, mais qui est quand même une voie du droit, pour moi assez nouvelle. Quand j'avais votre âge, quand j'ai fait du droit, c'était pas du tout enseigné. C'est vraiment une découverte au fur et à mesure, avec un parcours de droit des affaires. Et j'ai trouvé beaucoup de satisfaction, beaucoup d'intérêt, à tel point que j'ai même créé mon cabinet que j'ai appelé Be Ethics, comme être éthique et responsable, après quelques épreuves, on va dire, ou de comportements non éthiques, etc. J'ai choisi cette voie-là pour accompagner les entreprises en particulier, pour les aider un peu en suivant une intuition, je dois dire. Et aujourd'hui, on ne parle plus que d'éthique, beaucoup. Je ne sais pas si aujourd'hui vous avez vu les actualités. Moi, j'adore quand je commence une conférence et qu'il y a l'actualité qui fait la une des journaux, le scandale Nestlé, le Sénat qui vient de rendre un rapport parlementaire sur scandale d'État, sur les dissimulations qu'il y a pu y avoir sur des failles, des manquements réglementaires en termes de sécurité pour une grande boîte nationale qui quand même promeut la qualité de vie, la santé, notamment pour les nourrissons. Donc c'est un sujet et c'est aujourd'hui. Et on va voir d'autres exemples d'actualité. Quand vous allez sur Google, vous mettez éthique, c'est vraiment quotidien. Alors pour me présenter, effectivement, bon, alors j'ai repris une présentation large, mais donc ça fait 20 ans que j'exerce, ça fait depuis 2005. J'ai un parcours de droit des affaires et un diplôme, à l'époque on disait, de DESS, juriste d'entreprise. Donc vous voyez, j'avais vraiment très envie d'intégrer les entreprises et d'être au service du droit pour les entreprises. Et c'était en alternance d'ailleurs, donc vraiment ce côté pratique que vous avez ici, c'est une chance mais monumentale, parce que c'est ce qui manque aux universités, vraiment. On découvre le droit quand on sort de la fac de manière pratique, ce qui est dommage. Donc bravo d'avoir choisi cet institut qui est remarquable. Et j'admire beaucoup le parcours d'Amandine. Et donc moi, effectivement, j'ai fait du droit des affaires. J'ai aussi un diplôme que j'ai fait à la fac de médecine en droit de la santé, avec une appétence, voilà, depuis un peu toujours, je ne savais pas trop pourquoi, mais d'envie de m'investir en matière de santé. Maintenant, j'ai compris pourquoi. Je ne sais pas si je peux le dire, mais j'aime voilà, faire du bien ou soulager parfois les maux des gens, donc c'est assez cohérent. Et depuis 2013, il y a une filière qui a été créée en France qui s'appelle la Silver Economy, c'est-à-dire en fait un domaine très important, puisqu'avec il y a une transition démographique dont on ne parle pas beaucoup, mais monumentale, qui fait que dans quelques années, il y aura plus de seniors que d'enfants. Donc la transition démographique, en fait, ça touche tous les secteurs, toutes les activités, donc de produits, de services à destination des personnes âgées ou vulnérables ou avec un handicap. Donc ça, c'est un secteur d'activité dans lequel je me suis beaucoup investie et je continue d'ailleurs. Et j'ai eu la chance il y a quelques années de travailler avec un philosophe, éthicien, donc praticien de l'éthique, expert dans le champ de l'éthique, dans le soin et l'accompagnement, qui aujourd'hui préside d'ailleurs l'espace Éthique Île-de-France. Et on a fait un rapport sur les enjeux juridiques, éthiques, spécifiques un peu sur les technologies, l'innovation au service des personnes âgées. Et c'est là où j'ai vu justement que l'éthique, en fait, c'est quelque chose de très pratique. C'est pas une théorie comme ça dans les nuages, mais c'est
il y a cette connaissance et cette partie-là, mais ensuite, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait pour mettre en place, et notamment dans les entreprises. Et c'est vrai que c'est devenu fondamental aujourd'hui, et je vais vous montrer aussi quelques exemples. C'est pour vous aussi, je pense, si ça vous parle, un secteur, une voie, je pense, de rêve, parce qu'il y a énormément d'annonces et de plus en plus d'entreprises qui cherchent des juristes, hein, c'est quand même l'ADN des juristes, c'est le droit, la conformité, cette analyse au regard des différents textes de loi. Et du coup, vous serez les meilleurs pour pouvoir intervenir dans ces domaines-là, puisque l'éthique, on va le voir, c'est vraiment parfois, quand il y a des réglementations, parfois qui rentrent en confrontation, comment on va faire pour choisir, quelle voie on va opter. Et donc, c'est, je pense, une richesse et je ne peux que le plébisciter. Donc, j'enseigne aussi, du coup, j'ai suggéré à l'école de l'EFB de créer un cours sur l'éthique des affaires, donc c'est en quelques années. Depuis, je l'ai fait avec Véronique Chapuis-Thuot, que je vais citer, en tout cas, on a beaucoup travaillé, donc il y a beaucoup de références dans ce qu'on va voir, qu'on a travaillé ensemble. Véronique est une directrice juridique, donc c'est aussi intéressant de savoir. Elle a écrit un bouquin sur l'éthique des affaires, elle a été directrice juridique de grandes boîtes, aujourd'hui encore. Et elle est vice-présidente et présidente d'honneur, je crois, de l'espace en conformité des juristes d'entreprise en France. Et elle a co-créé, co-construit, rédigé le code de déontologie des juristes. Donc vous voyez, moi j'aime bien quand il y a cette synergie. On est de la même famille. Vraiment, peut-être que certains d'entre vous auront des différentes voix, mais on a juristes, avocats. Pour moi, c'est la même famille. On travaille ensemble. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, je pourrais vous citer quelques exemples je vais vous citer quelques exemples, même très récents. Je me suis dit, on va aller faire de l'éthique vraiment très appliquée, très concrète, même des cas qui sont arrivés jusqu'à la semaine dernière, que j'ai pu vivre, et d'autres qui existent en France. L'idée, c'est de vous sensibiliser, peut-être de vous donner envie, de vous faire comprendre aussi pourquoi. Je vais vous proposer un saut dans l'histoire, dans l'Antiquité, parce que j'aime bien comprendre d'où ça vient. Pourquoi l'éthique, en fait, c'est pas nouveau, ça n'a pas été inventé il y a 3 jours, ça existe depuis des milliers d'années, les philosophes s'y sont intéressés. Et aujourd'hui, dans les chartes éthiques des grandes boîtes, par exemple L'Oréal, on retrouve exactement le langage des philosophes d'il y a 2000 ans. Et c'est assez rigolo de faire ce lien-là entre le passé et le présent. Et comme ça permet de comprendre cette philosophie et savoir pourquoi c'est important. Ensuite, dans mes petits pas de côté, j'ai collaboré avec une personne experte du lien social sur un jeu pour le dialogue intergénérationnel, donc toujours avec cette idée de créer du lien entre les générations, qui a été primé. Il a reçu plein de prix en France et au Canada. Ça s'appelle 2 minutes de bonheur ensemble. L'idée était pour moi de trouver des outils pratiques pour trouver des sujets de conversation quand on ne sait pas quoi dire, quand on accompagne des personnes âgées. Et cette personne, Raphaël de Foucault, avait créé des jeux formidables qui créent ce lien. Donc, petit pas de côté que j'ai adoré et que je continue à défendre parce que je l'adore. Et j'ai aussi co-créé un concours de poésie pour les personnes vulnérables qui a 3 ans maintenant, avec une anthropologue, experte aussi des sujets notamment d'éthique et de bienveillance ou lutte contre la maltraitance dans le secteur des personnes âgées. Et l'idée m'est venue grâce au prof de ma fille qui adore la poésie, et j'adore la poésie. D'ailleurs, si vous le souhaitez, il y a une précédente conférence, j'avais écrit un petit poème sur l'empreinte éthique positive, que je pourrais vous lire, si ça vous dit. Et je voulais amener, parce que ça fait écho aussi, j'ai regardé la masterclass de Philippe Bilger, qui disait qu'en fait, pour être un bon juriste ou une bonne juriste, c'est important de s'enrichir à côté avec des choses qui nous portent ou qui nous amènent des choses qui nous font du bien. Et bien, mine de rien, ce concours de poésie, c'est absolument génial. On fait la remise des prix au ministère de la Santé depuis 3 ans maintenant. Ça fédère des milliers de personnes en France. Là, il y a le ministère de la Culture qui semble aussi très intéressé. Et mine de rien, j'ai eu des dossiers grâce à ça, sans faire exprès, justement, en faisant des formations sur l'éthique, sur ces sujets-là. Donc, vous voyez, il y a tout qui match à des moments. Et parfois aussi, quand on est engagé dans des secteurs, c'est là où il va y avoir une rencontre, comme là avec Amandine. Vous voyez, on a travaillé ensemble il y a plus de 10 ans maintenant, et on a toujours ce lien qui se recrée immédiatement. Et donc, ce qu'il disait là, sur ce point-là en particulier, c'est très juste de vous ouvrir, d'ouvrir vos connaissances, vos relations, vos réseaux. Et voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Voilà. Et c'est très épanouissant. Et ça rejoint l'éthique, évidemment.
Ça, je reviendrai sur des exemples de missions, bien sûr, que j'ai pu faire depuis 20 ans et dans lesquelles, évidemment, très souvent, il y a des sujets d'éthique. Et quand j'ai vu cette magnifique affiche placardée partout sur l'outil stratégie, effectivement, pour moi, c'est vraiment une arme. Le droit, pour moi, c'est une arme et un bouclier. Voilà, on se défend, on attaque. C'est aussi, si on prend l'exemple d'une maison, c'est l'architecture, c'est les structures, les fondations. Si c'est solide, si c'est sécurisé, ça va tenir. S'il y a des failles, ça ne tiendra pas. Et l'éthique, c'est un outil stratégique et j'en suis de plus en plus convaincue. C'est vraiment pas juste pour du marketing. J'ai eu des dossiers, notamment l'année dernière, 2 gros dossiers contre des grosses boîtes et contre un énorme cabinet d'avocats en face absolument monstrueux. Et c'était vraiment infernal, ça aurait pu durer des années. Et quand j'ai identifié ce que j'appelle la faille éthique catastrophique, je ne sais pas si vous regardez Le Meilleur Forgeron, c'est la petite faille comme ça qui fait que le couteau ne tient pas, et ben 48 heures après, c'était négocié. Alors que sinon, on était parti pendant des années. Donc c'est vraiment très puissant parce que les entreprises aujourd'hui ne peuvent pas risquer souvent de mettre en péril leur image, leur réputation. Et donc, pour négocier, j'en ai eu d'autres aussi sur d'autres points, notamment on va dire des entrepreneurs qui font facturer des travaux ou surfacturer alors que les prestations ne sont pas faites. Dans ces cas-là, j'ai pu trouver comme argument, mais écoutez, montrez-moi vos conditions générales de vente, qui n'existaient pas. Montrez-moi la petite clause comme quoi vous avez choisi tel organisme de médiation afin que nous fassions une médiation. Ça n'existait pas. Et comme c'est répréhensible et c'est sanctionnable, ça fait des arguments de poids pour négocier et pour arriver à ses fins. Donc c'est intéressant d'avoir cette vision-là et d'en faire vraiment votre meilleur allié dans votre activité. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Si je peux évoquer, parce qu'après sinon j'ai oublié. Récemment, par exemple, j'ai pu voir, comme vous êtes jeune, un jeune dirigeant qui a eu la chance de sa vie d'être associé à une boîte qui a tout pour réussir, d'ailleurs avec un impact social très important, je ne peux pas citer. Et en fait, on a découvert, je ne suis pas dans le dossier, mais il a été découvert, ses comportements, il a abusé de la carte bleue de la boîte plus de 100 fois en 3 mois, ce qui est quand même assez colossal. Au début, il y avait des excuses, oh, je me suis trompée, etc. Mais en fait, c'était systématique, un comportement totalement dingue. Et puis en fait, il a révélé un visage obscur, très très lointain de ses grands sourires, etc. Donc vraiment la ombre et lumière. Et ben, clairement, résultat pour lui, je pense qu'il va flinguer son début d'activité. Pour l'entreprise, il a fallu informer les investisseurs, les rassurer, parce qu'évidemment, il a jeté l'opprobre sur l'éthique ou la probité, comme on dit, de la gouvernance, alors que c'est lui qui était en tort, pour essayer de s'en sortir. Il risque du pénal. Socialement, évidemment, il s'est fait licencier. Et sa réputation, les personnes qui le sauront, c'est grillé. C'est dommage, il a 23 ans, c'est mal parti, il avait tout pour réussir. Et ça, c'est très récent. Donc c'est vraiment un exemple. Harcèlement aussi en cabinet d'avocat, oui, je peux citer parce que je suis toujours membre de la commission harcèlement-discrimination au barreau de Paris. Et c'est vrai que la dernière audience, on a eu trois affaires à la suite toute la matinée, même jusqu'à 14h non-stop. Et c'est vrai j'ai halluciné sur parfois les comportements où on retrouve une personne qui dit blanc, l'autre qui dit noir, avocat ou autre, et forcément il y a quelqu'un qui ment dans l'histoire. Et qui peut avoir des mauvais comportements et c'est aussi évidemment sanctionnable et répréhensible, bien sûr. Donc voilà quelques exemples très récents. Autre point, je fais très attention, c'est filmé, mais ce que j'avais dit aussi pour les futurs élèves, avocates et ou juristes, c'est vrai qu'on a quand même, je pense, un devoir, un prérequis quand on veut être juriste d'entreprise ou faire du droit. C'est aussi de se l'appliquer à soi-même, en tout cas de faire le mieux possible. Personne n'est parfait, mais c'est vrai qu'il faut quand même faire attention. Et là, malheureusement, vous avez pu voir aussi dans la presse, encore très récemment, pas plus tard qu'encore il y a quelques jours, un avocat dans l'affaire de Pardieu qui insulte les victimes, les avocates, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la réaction. Donc, il y a toute une partie d'avocats, dont moi, qui trouvent que c'est évidemment inadmissible, que c'est un abus dans la liberté de la parole, et d'autres qui sont très attachés à justement la liberté qui est accordée aux avocats dans les enceintes des tribunaux, qui permet de tout dire.
Et moi, je suis désolée, je pense que quand on a des victimes en face, il faut les respecter, on ne peut pas abuser et les casser encore plus. J'ai rencontré des victimes, j'ai rencontré d'ailleurs une des victimes de Depardieu. Je sais que c'est aussi un frein à l'accès à la justice de personnes qui n'ont pas envie d'aller à la justice parce qu'elles savent qu'elles vont se faire massacrer derrière. C'est inadmissible. Après, est-ce que ça a relevé de la justice ou pas? Ça, c'est un point important. À mon sens, c'est plus de la déontologie que ça relève, mais ça fait des débats importants sur ces sujets-là. Juste avant, et le mois dernier, il y a eu une condamnation d'une consoeur qui s'est fait malheureusement remarquer dans les procès et viols de Mazan. C'est une image absolument déplorable de la profession, mais voilà, elle a été sanction d'1 an de suspension d'exercer, même si elle est avec sursis, c'est quand même pas rien. Et voilà, c'est exemple type de quand ça va mal, ça peut aussi exposer. Et donc à l'inverse, évidemment, de plébisciter les bons comportements. Donc boussole des avocats, des juristes, la déontologie, évidemment. Pareil pour les juristes d'entreprise, comme je vous le disais, donc notamment Véronique Chaputio et l'FJE, que si vous êtes juriste d'entreprise, je vous invite à rejoindre. C'est une super association, avec le Cercle Montesquieu aussi pour les directions juridiques, voilà, qui fédère des professionnels du droit partout en France, extra, avec un super haut niveau. Et vous voyez, ils ont fait aussi un code de déontologie tout à fait remarquable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont soulevé l'impact de cette déontologie, ou avoir le lien entre l'éthique et la déontologie, au sein de l'entreprise, pour la reconnaissance de la fonction, des conseils avisés, évidemment, des dialogues où on se comprend, la confidentialité qui peut être aussi un sujet important, et voilà, donc des valeurs, se fédérer autour de valeurs partagées, cette idée que j'aime bien. Alors, quelques exemples très récents, tout le monde parle d'éthique. Donc là, j'ai fait un extrait d'écran. Allez, il devait être 16h50 à peu près. Donc vous voyez toutes les actualités de la journée. On parle de design éthique. Alors ça, j'ai travaillé d'ailleurs avec des architectes quelques jours sur une mission que j'avais adorée pour essayer de créer une chambre d'EHPAD éthique, qui serait 100% éthique. Tout, chaque mètre carré, l'espace, la configuration, que les gens se sentent bien. Donc c'est du sujet comme ça qui émerge. On parle de streaming éthique. Est-ce qu'il est voilà, si l'avenir du streaming était français, culturel et éthique. On voit Total Energy qui publie éthique, notre engagement pour une conduite exemplaire. Bon, normalement, je cite Total comme parfois il y aurait pu avoir des comportements, notamment dans les pays d'Afrique, pas forcément top à l'égard de villages ou de populations. Donc, on voit que c'est quand même un engagement fort. Intelligence artificielle aussi, hyper important aussi. Ça, c'est peut-être des points, et je vais faire une petite parenthèse, mais très important, l'éthique et l'intelligence artificielle, notamment là dans nos recherches. Même moi, je commence à l'utiliser de plus en plus, et je regardais par rapport aux logiciels aussi de droit, entre la possibilité de les utiliser pour... c'est quand même un outil extraordinaire. Enfin, franchement, on peut gagner du temps, mais il faut quand même faire attention. Et la recommandation, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que vous pouvez évidemment vous en servir, évidemment pour des consultations ou autres, mais c'est vrai que c'est important de ne pas faire un copier-coller. Et c'est là où il y a un travail de reformulation qui est très important, sachant qu'il y a des éditeurs de logiciels juridiques, je regardais leurs conditions générales justement, ou conditions d'utilisation, qui disent attention, il y a un droit d'auteur, ça nous appartient, vous ne pouvez pas prendre et dupliquer. Donc c'est un peu, on se dit, mais ça va me servir à ça. Mais donc à ce travail, en fait, il faut que ça soit une trame et que derrière, vous reformuliez ou que vous retravaillez à votre sauce avec votre personnalité. C'est important aussi. Il ne faut pas qu'il y ait des copier-coller partout. Et de toute façon, et dans toutes les entreprises, l'intelligence juridique, c'est un énorme sujet qui a de multiples applications. Donc il faudra veiller sur ces sujets que vous aurez forcément à traiter. En ce moment d'actualité, il y a la fin de vie aussi. Si vous suivez un peu, là, c'est parfaitement un conflit éthique et notamment médical, mais c'est quand même des affaires aussi parce que ça a des incidences dans la vie de professionnels et ou d'institutions, d'hôpitaux et autres. Donc là, par exemple, et ça fait écho, par exemple, aussi à un cas éthique que j'aime bien citer, même s'il est assez malheureux, mais l'affaire Lambert, je ne sais pas si vous vous souvenez ou vous regarderez, c'était un jeune homme infirmier qui a eu un accident. Et en fait, il est resté dans le coma pendant, je ne sais pas, peut-être, je ne sais plus combien, plus de 10 ans. Et moi, j'ai rencontré son neveu, il se trouve qu'il est avocat au barreau de Paris, donc on a beaucoup discuté à l'occasion d'un arbitrage que je faisais. Quand je l'ai vu, je dis mais c'est vous le neveu, il est devenu avocat d'ailleurs pour ça. Et il m'a expliqué comment c'était, comment il l'a vécu.
Et ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'en fait, les deux parties de sa famille, sa femme, elle l'aimait par-dessus tout, ils avaient un enfant ensemble en bas âge et tout, mais elle disait, moi, il m'avait dit que s'il était dans cet état-là, il voudrait mourir, parce que c'est pas possible d'imposer ça. Il lui avait dit, mais il l'avait pas écrit. Et de l'autre côté, ses parents, plutôt conservateurs, enfin très, pour le même fondement, c'est-à-dire la dignité, disaient, ont soutenu toutes ces années, ah non, il faut le laisser vivre au nom de sa dignité. Donc sur le même principe, deux choix différents. Et j'ai aussi rencontré, j'ai eu cette chance-là, le gériatre qui s'est occupé de lui au début, et qui m'a raconté aussi l'enfer qu'il a pu vivre. D'ailleurs, à un moment, il a lâché, c'était trop dur, la pression qu'il avait, etc. Donc voilà, c'est ça, par exemple, un conflit éthique, c'est qu'est-ce qui est le mieux, en fait? Le bien, ou comment est-ce qu'on fait pour trancher à la place d'eux, ou avec? Et je trouve que ça illustre bien, parce que c'est monté jusqu'à la Cour de cassation. Il y a eu des référés qui disaient on arrête de l'alimenter, ensuite 3 jours après on lui remettait, enfin l'enfer. En plus, c'est un exemple judiciaire affreux. D'autres sujets d'actualité que j'avais cités, la guerre évidemment, pareil, tout ce qui est guerre, Russie, Ukraine, Israël, Palestine. Faut-il continuer la guerre? À partir de quand? Les victimes qui sont prises en otage, c'est le cas de le dire, entre des pays qui sont la guerre et qui subissent ces guerres incessantes. Dans l'action publique, il y a eu des scandales aussi assez récemment sur des influences étrangères. Il y a eu le Qatargate avec des corruptions a priori confirmées de parlementaires européens. C'est quand même important. Il y a eu aussi un opérateur téléphonique qui aurait aussi eu un impact au niveau de la sphère européenne. Les parlementaires français, comme on ne va pas citer les derniers cas très récents, alors il y a eu Sarkozy et tous ces sujets libyens et autres financements, c'est de l'éthique, hein, c'est blanchiment ou autre, on est en plein dedans, ou pas. Et le traitement judiciaire derrière aussi. L'affaire du RN aussi. Je ne sais pas si vous avez lu les 152 pages. J'y ai passé 2 soirées, mais je tentais de me faire mon opinion personnelle. D'ailleurs, c'est un peu dingue que ces 150 pages aient été diffusées sur Internet, parce qu'a priori, c'est des notes, parce qu'il y a encore des notes de bas de page et tout. Mais j'ai lu, j'ai compris, on peut en parler. Bon, c'est la première fois que je vois autant de juristes ou d'avocats qui ne prennent pas trop de pincettes pour dire que c'est assez justifié, compte tenu du système qui a été organisé. Bon, c'est un sujet et on peut aussi comprendre, on a vu tout le débat sur l'exécution provisoire, la justice aussi, y a-t-il un manque d'impartialité qui jetterait l'opprobre sur cette décision qui juridiquement est fondée, qui fait écho d'ailleurs à la loi Sapin qu'on va évoquer, vous l'avez peut-être vu pour ceux qui font les parcours droit des affaires ou conformité. Donc là, c'est vraiment en plein dedans. Et ce qui me désole un peu, c'est qu'il y a pas mal de juristes et avocats qui ont aussi participé à l'histoire. Donc on est vraiment au cœur de ces sujets. Qu'est-ce qu'il y a pu avoir moi, j'ai vu à titre perso, là j'ai fait une garde à vue récemment, j'ai pas suivi après, mais un officier de police judiciaire qui a dit à mon client vous verrez quand ça sera dans la presse pour votre réputation. Et il y a eu un article dans Le Parisien, alors, qui est quand même hallucinant, puisque personne ne pouvait écrire cet article sans avoir accès à l'ensemble du dossier, que du coup moi je n'ai pas eu. Et là aussi c'est pareil, on se demande quand même, il y a un moment, ces fuites, c'est pas possible, ça devrait quand même être mieux régulé. Ça me semble assez inadmissible. Donc, on l'a vu aussi, donc, la santé beaucoup. Il y a eu l'éthique dans le sport, bien sûr. Alors, je ne vais pas faire de sujets polémiques, hein, mais c'est vrai qu'il y a des sujets, le voile dans le sport et les manipulations parfois qui sont faites par certains partis politiques au regard, qui viennent, je pense, se télescoper beaucoup au regard des droits et libertés fondamentales, du combat des femmes en France et dans le monde entier pour lutter contre des vêtements qui les oppressent, hein, soyons clairs. Moi, j'ai mon opinion dessus, qui a évolué, mais maintenant, ça me semble évidemment clair que ces sujets, il faut faire très attention. Et je le dis parce que ce sont des sujets que vous pourrez avoir en tant que juriste d'entreprise, la laïcité, etc. C'est très important de maîtriser ces sujets qui sont très touchy, mais quand on se réfère à notre bloc de droit, de la Constitution, de toutes ces règles, vous aurez les réponses. Voilà. Et c'est vous qui serez en front line, si j'ai envie de dire, pour répondre sur ces sujets ou donner vos avis, justement,
Donc c'est important de les appréhender, de les maîtriser, de vous y intéresser et de comprendre aussi ces fameux enjeux où on retrouve liberté contre liberté quelque part. Elles ont la liberté de s'habiller comme elles veulent ou alors au contraire, elles n'ont pas la liberté. Donc, par exemple. Donc, c'est touchy, je ne m'attarde pas, mais c'est pour vous montrer que les exemples ne manquent pas. Alors, un petit saut dans l'histoire, 2500 ans avant, sans trop être longue sur ces sujets, mais ça me semble quand même vachement important. Je ne le faisais pas avant, mais pour comprendre voilà, les racines d'hier, pour en comprendre l'esprit et l'importance d'aujourd'hui, je ne vous cache pas, je n'ai pas lu encore tous les livres de tous les philosophes, mais c'est hyper intéressant de voir les réflexions déjà qu'il y avait 2500 ans avant Jésus-Christ, et qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, on retrouve exactement le même mode de réflexion. Par exemple, Socrate disait que l'éthique s'est conçue comme un processus plutôt que comme une théorie. C'est une réflexion à partir de soi, justement, sans l'aide des autres, en faisant attention à notre environnement. On peut être influencé par la religion, on peut être influencé par un milieu social, on peut être influencé par mille et une choses. Donc, apprendre à penser par soi-même, forger une opinion, mais en intégrant la diversité des points de vue, voilà, en s'enrichissant évidemment, et ensuite c'est pour ça qu'on peut évoluer sur certains sujets. Au départ, on peut avoir une idée un peu arrêtée, et finalement, en écoutant les autres, on se dit tiens, j'avais tort, ou j'affine la pensée, et ça se fait au fur et à mesure des années. C'est pas 17 ans, 20 ans qu'on peut tout savoir, et c'est intéressant de voir comment effectivement sur certains sujets on peut évoluer. Mais c'est intéressant parce que voilà, il passait déjà de processus de dialogue, prendre en compte les divergences de pensée, pour ensuite tendre, voilà, choisir les options les plus raisonnables, celles qui visent le meilleur, on va dire, et l'importance donc des réflexions collectives pour se forger des opinions. Mais comme c'est interactif et que j'ai déjà trop parlé, est-ce que je pourrais, moi, vous demander, si je vous dis l'éthique, finalement, qu'est-ce que ça fait, à quoi ça fait écho? Est-ce que l'une ou l'un d'entre vous a déjà une idée et une définition éventuelle à proposer, sachant que toutes les réponses sont justes et bonnes et constructives? C'est toujours difficile de se lancer, je sais. Je n'aurais jamais osé personnellement, donc allez-y. Moi, je pense que l'éthique, c'est très lié au droit moral. Ok. Et un petit peu au droit naturel. C'est-à-dire que l'éthique, pour moi, c'est plus dans un premier temps, un comportement, parce que, comme vous l'avez dit précédemment, c'est pas encadré forcément le mouvement, parfois. Ça peut être lié à des habitudes. Pour moi, l'éthique, ça me fait beaucoup penser au droit moral, droit naturel, toutes ces choses-là qui sont innées en nous, mais pas forcément encadrées juridiquement. C'est-à-dire que parfois, par exemple, l'harcèlement, c'est tard dans notre législation. Le législateur s'est penché assez tardivement sur tout ce qui était harcèlement, discrimination, par exemple, travail. Donc j'ai l'impression que déjà avant, on avait cette réflexion de se dire ça, par exemple, c'est moral et ça, c'est immoral, avant de sanctionner, avant d'avoir des sanctions, des lois pénales. Moi, ça me fait penser à ça personnellement. Excellent. Juste pour les personnes peut-être qui sont à distance, donc ça serait l'idée. Merci beaucoup. Votre prénom? Lina. Merci Lina, c'est très très intéressant. Donc ça fait appel au droit moral, tout ce qui est moral ou pas moral. Droit naturel, vous pouvez préciser à quoi vous pensez? Jackpot. Honnêtement, j'ai l'idée en tête, mais je pourrais pas l'expliquer, mais je pense que tout ce qui Est-ce que par rapport au droit naturel, ce ne serait pas plus le fait de ne jamais faire subir aux autres ce qu'on n'aimerait pas nous-mêmes subir? Ah, ça c'est magnifique ça. C'est plus une éthique assez subjective et personnelle, je dirais. Et qui fait que, mais après c'est ça, c'est que c'est vraiment assez personnel. Parce que moi, je pourrais parfois accepter qu'on me fasse certaines choses, comment dire, alors que d'autres n'apprécieraient pas. Enfin, non, je sais pas si oui, je oui. vais pas faire comprendre, mais c'est-à-dire qu'on a chacun notre éthique. Et après, je dirais que
ça dépend aussi de quoi on parle, parce que si on va sur le droit des affaires, bah, je dirais que l'éthique, c'est d'être loyal l'un envers l'autre et de pas, voilà, que dans le droit des affaires, comme on est plus dans un côté business, bah, l'éthique voudrait qu'on soit gagnant-gagnant dans ce qu'on fait, que ça soit toujours avantage pour nous deux, et que voilà, ça soit du win-win, quoi. Et c'est pour ça que je dis, je pense que ça dépend de là où, enfin, du domaine juridique dans lequel on parle. Excellent. Merci, votre prénom. Moi, c'est Ismaël. Ismaël, eh ben, franchement, je suis impressionnée. Vous pouvez prendre ma place si vous voulez. Je me permets juste de rebondir sur ce qu'a dit Ismaël, mais par exemple, j'ai un exemple qui me vient en tête concernant le droit du travail. Parfois, dans certains contrats entre un prestataire et une entreprise, on ne met pas de clause de. Je vais oublier le terme. Concurrence. Oui, aussi. Non-concurrence et de non-sollicitation. Quand par exemple, imaginons un informaticien fait de la régie informatique dans une autre entreprise, on estime que comme a dit Ismaël, il y a quand même un pouvoir de loyauté. Donc avant, on n'encadrait pas juridiquement ça. On disait, il appartient à telle entreprise, donc c'est sûr qu'il va y rester. Mais en fait, comme ça, c'est... Les clauses éthiques. Est-ce que le fait qu'on encadre de plus en plus aujourd'hui, c'est parce que quelque chose d'assez essentiel dans la société, qui est la confiance, se détériore de plus en plus, je trouve. C'est magnifique ce que vous dites. Hein. Non, mais c'est parfait. Mais, non, mais je suis hallucinée. Vous l'expliquez bien mieux que moi. C'est-à-dire qu'il y a tout. Vous avez tout retrouvé là-dedans. Il y a tout. La confiance. Il faut que je refasse mes slides. C'est exactement ça. Bravo, franchement, à tous les deux. Et c'est assez exceptionnel parce que il y a tout. Vous avez évoqué plein de choses. Donc, merci. Est-ce que d'autres personnes veulent compléter ? Solène, pour les gens à distance, est-ce que tu peux reprendre? Ah oui. Donc là, c'est aussi l'idée de subjectivité, c'est-à-dire, et d'ailleurs, j'y reviendrai si je l'oublie, hein, vous me le dites, donc en fait d'appréhension de personnel, que chaque personne peut avoir une vision différente. C'est pas universel, c'est vraiment intime quelque part. Mais on voit aussi s'il y a un développement en ce moment qui semble de plus en plus fort, c'est que il y a ce besoin de confiance qui devient essentiel dans notre société. On l'a vu avec les quelques exemples et qui est au cœur évidemment de la vie. Donc, et le devoir de loyauté aussi. Notez bien ces mots-clés, vous allez voir, notamment entre partenaires économiques ou avec la clientèle, voilà, pour cette confiance. J'espère avoir bien résumé votre pensée. Oui. Là, c'est une petite politique à rentrer dans le terme des anciens métaux, justement, et pour être, le fait de l'étudier pourrait être primordial pour leur oratoire. Et du coup, c'est un peu un rapport avec ça aussi, je pense. Hein. De l'éthos, vous allez voir, ça aussi c'est juste. Justement, les philosophes, Ils sont quoi, pardon? J'entends pas très bien. Le fait d'étudier ça nous permettra d'accéder à un oratoire. J'entends pas juste très bien ce qu'il y a. Le fait d'étudier ce domaine Ouais. éthique dont vous parlez, justement, nous permettrait d'avoir un meilleur art oratoire. Ah, mais c'est certain, parce que comme ça, vous avez tous les arguments, et justement, comme ça, vous avez aussi cette réflexion interne plus nourrie. Donc, merci. Sinon, on peut continuer, mais vous pouvez intervenir quand vous voulez. Donc, effectivement, vous allez retrouver tout ce que vous avez dit. Par exemple, Platon qui dit que c'est le penseur de l'idée du bien. Donc ça, c'est 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ. L'éthique comme la recherche du bien, alors au-delà de ses opinions personnelles, mais je vais y revenir, ou comme vertu, habitude de bien agir. Vous avez dit le mot d'habitude, et c'est ça qui est aussi très intéressant. Lui, il dit que c'est la clé du bonheur, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Et qu'en fait, à force de bien agir, d'avoir cette volonté-là, et ben finalement, ça devient une habitude. Et donc, et c'est merveilleux et vertueux parce que plus on agit bien, plus on est heureux, et donc finalement, ça entraîne ce cercle vertueux. Et c'est pas faux du tout parce qu'à l'inverse, si on se comporte mal, et ben ça peut être la catastrophe et aller être la descente aux enfers, comme j'ai cité tout à l'heure, le pénal et compagnie. Donc finalement, c'est assez intéressant de voir quand on va dans cette voie-là. Et on va le voir, les effets bénéfiques sont nombreux, pas que à titre d'épanouissement personnel, aussi pour le business. Donc je trouve ça intéressant de retrouver ces notions-là.
Et Aristote disait aussi, effectivement, il n'y a pas de contrainte, c'est une envie et que finalement tout se réunit, plaisir et vertu, et que ça nourrit l'épanouissement personnel, donc c'est aussi intéressant dans une vie pour être épanoui dans son métier. Et on le retrouve dans les relations avec autrui, quand on se comporte bien, relations sociales, les engagements sociaux au sein de la cité. On retrouve tout ça dans la RSE notamment. Alors, je vais aller un peu vite là parce que c'est un peu compliqué pour comprendre, mais ce qui est intéressant de voir pour aussi Aristote, c'est dans les causes, c'est pourquoi on le fait. Finalement, dans la philosophie, ce point, et c'est le cœur de l'éthique selon lui, c'est pourquoi est-ce que je fais ça quelle est l'utilité, quel est l'objectif, quelle est la finalité. Et finalement, quand une entreprise sort des produits, on peut le voir aujourd'hui, quand on vend une voiture, quand on vend des... C'est une voiture pour se déplacer. Quand vous regardez toutes les pubs à la télé, c'est « je voyage, je suis heureuse, je suis avec ma famille, mes amis ». C'est très rigolo de regarder les pubs en ce moment de voitures qui sont exactement... on n'est pas sur la matière, c'est une voiture avec des roues et en plastique ou en métal. C'est quel est le but final et pourquoi est-ce qu'on le fait. Donc la règle d'or de l'éthique, c'est cette recherche de cette cause finale, et vous pourrez approfondir si vous le souhaitez, je mets les références. Pour Épicure, que vous connaissez aussi, côté épicurien, profiter de la vie, l'éthique, c'est une des 3 parties de la philosophie. C'est vrai que c'est pas très facile de définir l'éthique, c'est qu'il y a plein de pans, et puis ensuite vous forgerez votre propre définition. Et donc c'est une partie d'étude, des conditions qui permettent de réaliser le bien, et ça se concrétise. Donc là encore, on voit moi j'aime bien cette idée un peu de, voilà, les règles sont là, un peu dans les nuages, elles sont là, mais par contre, on revient toujours au terrain, et on fait ces allers-retours. Et ce comportement, est-ce que ça répond à ces règles ou à ces valeurs, et chacun a ses valeurs, ou au-delà des règles générales. Donc il y a une dimension très pratique, très importante dans l'éthique, et notamment l'éthique des affaires, une déclinaison très concrète, qui effectivement aujourd'hui peut être assortie notamment de sanctions, ce qui n'était pas le cas avant. Donc il y a une vraie évolution pour de plus en plus l'éthique appliquée. Et ce qui est intéressant, alors Épictète, que je ne connaissais pas, dit que nous devons nous sentir responsables des événements sur lesquels nous pouvons avoir une influence. Donc quand on est dans une entreprise, cette idée de responsabilité sociale qui a été d'ailleurs intégrée dans la loi Pacte, donc maintenant dans le Code civil, les entreprises aujourd'hui n'ont pas que pour objectif de faire du business, mais c'est pourquoi elles le font. Moi je sais, si je prends Amandine, que son école, je pense qu'elle a ça au fond de son cœur, vraiment de transmettre, de partager, d'aider le plus de personnes possible à s'épanouir, à trouver l'éthos, son télos. Je pense que voilà, l'impact social qui est là et qui est comme important, parce que du coup, après, vous allez rayonner partout, là où vous serez, donc c'est énorme. Et donc là, après, il y a un sentiment de responsabilité. Donc, on peut reprendre, vous pourrez regarder, Spinoza, lui, il en fait un truc très mathématique. Et on retrouve ces idées de réflexion, partir des connaissances et de la mise en œuvre au service du bien agir. Je vais aller très vite là, mais il y a plein d'autres philosophes, pensées qui ont été là. Il y a cette idée de bienveillance qui est le seul motif juste d'action, toujours le meilleur, essayer de faire le bien comme ça. Et donc ça rejoint ce que vous disiez, Ismaïn, sur je ne ferai pas aux autres ce que j'ai pas envie qu'on me fasse. C'est un peu ça. C'est je me comporterai le mieux possible, notamment dans mon activité, parce que j'aimerais pas, moi, subir. Et par exemple, en matière contractuelle, là, ce que j'ai pu voir, mais je trouve que ça se crispe d'ailleurs de plus en plus, même parfois entre partenaires économiques, ou entre les entreprises qui abusent des consommateurs, surtout quand ils sont fragiles, c'est quand même incroyable. Enfin, moi, je me crois beaucoup au karma. Dans ces cas-là, je pense que s'ils abusent des personnes, c'est jamais eux aimeraient qu'on abuse d'eux. Donc c'est là où on voit que c'est pas aligné. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un des philosophes qui a rappelé, non sans humour, dans son discours, que les lois parfois ne sont pas justes, elles peuvent être injustes. Et ça, c'est vrai que c'est... Bon, au départ, quand j'ai fait du droit, je pensais que le droit c'était merveilleux, que la justice était merveilleuse, etc. Et en fait, on voit qu'il y a quand même des failles et qu'en fait, on peut toujours améliorer. Il y a des améliorations continues nécessaires et parfois des lois qui sont cruelles, même parfois, je trouve, quand on est sanctionné pour avoir oublié des choses alors que on n'y peut rien. Est-ce que c'est éthique ou pas? Je ne trouve pas trop, mais enfin, il y a mille et un exemples, mais parfois les lois ne sont pas justes. J'avais fait une slide sur l'esprit du bouddhisme, alors que je ne suis pas bouddhiste, mais je trouve très intéressant de voir, parce qu'ils ont beaucoup réfléchi sur cette éthique, justement. Il y a eu
qu'est-ce que l'éthique universelle, avec cette idée justement que ça part de nous, mais en fait, on intègre tous les sujets, et notamment la nature, donc ça rejoint les règles en matière d'environnement qui sont imposées maintenant aux entreprises, la lutte contre les violences, etc. Et là, c'est perçu de manière très positive. Et j'aime bien ce concept de responsabilité universelle. En fait, chacune, on a une responsabilité là où on peut agir. Et donc après, évidemment, collectivement, si on ajoute toutes nos bienveillances collectives, bah là, il y a un impact fort sur la société. Et ça passe évidemment essentiellement par les entreprises qui ont un rôle majeur, puisqu'elles sont directement dans la vie des gens en permanence. Donc ça va du respect des animaux, la nature, de tout. En fait, on y retrouve tout. Je trouve ça très intéressant. Ensuite, vous parliez de morale. Et c'est très intéressant parce que c'est pareil, effectivement, on peut confondre ou penser que c'est la même chose. Et en fait, il y a une distinction entre les deux. La morale, qui est aussi ce qui rapproche à la philosophie, mais ça va être quelque chose de plus statique, de plus obligatoire, de plus normé. Donc c'est là on peut retrouver parfois des dogmes ou autres. C'est bien, c'est mal, c'est interdit, c'est pas interdit, sans réflexion. C'est comme ci ou comme ça, point barre, parce qu'on considère que. Et vous le disiez aussi, ça dépend aussi de là où on se trouve. L'éthique, notamment l'éthique des affaires, elle n'est pas universelle, unique dans le monde entier. On le voit en fonction des différents pays. Donc il y a cette idée de territoire, même dans l'espace, dans des pays, dans des entreprises, dans des secteurs d'activité. Et donc la différence avec la morale, si on doit faire cette différence, c'est entre l'obligation, l'obligatoire, et l'éthique où c'est plus un chemin de réflexion. Enfin, c'est plus que ça, mais une souplesse. Et là, on a un libre arbitre, par exemple, entre deux règles. On dit c'est bien, c'est mal, je vais choisir. Voilà. Je peux choisir de mal me comporter si je décide. Et d'ailleurs, dans la vie de tous les jours, ça nous arrive. Si on s'agace contre quelqu'un ou autre, on peut. Donc c'est un chemin permanent, tous les jours, et qui se retrouve après dans notre activité. Ensuite, par rapport à l'étymologie, après c'est très compliqué, donc il faudrait regarder, mais ça vient effectivement du même mot, ethos. Et c'est le même mot pour dire éthique et morale. Donc c'est toujours très sympa pour expliquer la différence. À l'origine, c'est la même origine étymologique, mais cette distinction vient effectivement ensuite de cette évolution, où l'éthique, quelque part, c'est plutôt l'aspect très concret par rapport à des règles de morale. On pourrait dire ça comme ça. Et si on reprend mon exemple de fin de vie de ce jeune homme, les règles de morale, peut-on donner la mort? On est en plein dedans, hein, c'est une actualité ou pas. Et ensuite, on décide de ce qui est le mieux. Donc, une définition que j'aime bien dans le domaine de la santé, c'est une réflexion sur le sens et la valeur de nos actions. Et par exemple, dans le domaine du soin et de l'accompagnement, elle vise à rendre les pratiques plus responsables, justes et respectueuses des personnes. En fait, je trouve que ça s'applique très bien dans toutes les activités. Et la définition dit qu'au contraire, il y a une définition qui dit qu'au contraire, loin de donner des leçons de morale, elle éclaire et elle oriente. Et comme vous disiez aussi, chacun peut avoir son éthique. Et un jour, je suis intervenue à une conférence sur le sujet. Le matin, publication dans le Figaro d'un article sur Rafael Nadal. Le sujet était Rafael Nadal qui souffre apparemment d'une maladie qui le fait beaucoup souffrir. Et sous médicaments, il doit avoir des injections pour l'aider à supporter cette douleur atroce. Et l'article disait que les professionnels du cyclisme étaient tout à fait scandalisés par le fait que Rafael Nadal avait le droit de jouer, parce que dans le milieu du sport, jamais ça aurait été autorisé. Et là, on se trouve... Alors c'est extraordinaire, c'est vraiment un exemple aussi. Et j'ai bien aimé cette phrase, chaque personne peut avoir son éthique, chaque équipe peut avoir son éthique en fonction des disciplines. Le mot éthique est un peu souple. Ce qui est important aussi, c'est la santé. Et donc là, finalement, dans le tennis, ils considèrent que c'est bien pour le joueur d'avoir le droit de jouer, et cyclisme, c'est plus dur. Je trouve ça intéressant, ces deux conceptions sur vraiment quelque chose d'identique. Positions divergentes, là encore, selon les secteurs. Donc il faut savoir que de plus en plus, notamment dans les entreprises, alors pas que dans le secteur de la santé, mais là c'est vrai que c'est un bon exemple, la réflexion éthique est de plus en plus promue, ce qui
de plus en plus, parce que ce n'est pas un réflexe. Alors c'est obligatoire en matière de la santé, mais pas médico-social, alors que les sujets sont importants. Mais c'est aussi dans les entreprises. Je trouve que toutes les entreprises devraient avoir parfois des sas un peu de réflexion, comité d'éthique, avec les juristes, la com, la gouvernance, etc. Et ça commence de plus en plus à se développer, ou dans les conseils d'administration, ou dans les comités de mission d'entreprise à mission. J'ai intégré, je suis très heureuse, un comité de mission où justement on parle de ces sujets-là de manière pluridisciplinaire, avec plusieurs angles de vue aussi, plusieurs professions. Mais je pense que les juristes sont très avisés pour être les meilleurs conseils en la matière, en tout cas justement pour éclairer les autres, peut-être qu'ils ne connaîtraient pas justement. Vous pourrez avoir ces explications-là. Et donc une réflexion éthique, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça évolue, ça ne se décrète pas, ça se construit, ça se comprend, donc ça requiert quand même du temps. Ça se digère, j'ai envie de dire, un peu comme un thé qui infuse. On peut pas et au fur et à mesure, on affine la position. On intègre les avis des autres, et puis ensuite, on essaie de trouver, d'aller vers la meilleure voie. Mais parfois, dans les directions juridiques, j'ai vu aussi un dossier qui m'a échappé. Ils envisageaient de faire une mission RSE pour construire une politique RSE. C'est une entreprise, on va dire, de la technologie numérique, téléphonique. Et entre-temps, il y avait aussi une question de réglementation. Je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être on va dire un besoin, même c'est sûr, d'adéquation avec une réglementation qui, à mon sens, n'était pas respectée. Et ben, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit « Ah, désolé, on passe ça en deuxième, c'est plus une priorité, on vient de se prendre un contrôle fiscal. » Bon, manifestement, il y a eu des petits manquements qui font que il y a peut-être des choses à rectifier. Et je leur ai dit, attention, l'aspect réglementaire, c'est pas rien, parce que justement, ça peut avoir une incidence fiscale. Si vous n'avez pas déclaré telle ou telle chose, ça pourrait être intégré. C'est dommage de ne pas l'avoir fait avant. Ça n'aurait pas été très compliqué de le faire, de se remettre en conformité. Ça vous aurait évité un risque qui, là, leur est tombé sur le nez. Donc voilà, on adapte et on évolue. Donc, je vous l'ai dit, ça s'apprécie, donc l'unité de temps, de lieu, d'espace et secteur d'activité. Par exemple, on voit l'évolution en matière du droit du travail, comme vous le disiez, par exemple pour le harcèlement, et j'y viendrai après. Ça peut être aussi le travail des enfants. Le travail des enfants, avant en France, ce n'était pas un sujet, pas de problème. Finalement, on s'est dit, ah ben non, 1874, il y a une loi qui arrive pour encadrer, parce que peut-être il y a eu quand même des abus. Dans d'autres pays, ça existe toujours. D'accord ? Et d'où les réglementations aussi mondiales qui invitent les entreprises à être vigilantes. Ça fait partie de ces devoirs-là. Est-ce que vous faites travailler des entreprises qui font travailler des enfants ? Pour nous, ce n'est pas possible, donc on vous demande de ne pas le faire. Vous êtes responsable si jamais vos prestataires ou fournisseurs de services emploient des enfants. Et ça, c'est une des thématiques qui est au cœur de toutes les missions éthiques des affaires des entreprises, les grandes, qui, elles, maintenant, sont soumises à des obligations qui, si elles ne sont pas respectées, maintenant, sont condamnables. Vous voyez l'évolution comme ça peut faire. Donc l'éthique des affaires, qu'est-ce que c'est ? C'est juste la condition de la réussite des affaires, je trouve. Pour moi, c'est un passage, c'est une clé. J'ai un ami, j'aime bien sa formule qui dit « no ethic, no business ». Je trouve ça, je lui dis « toi, tu as le sens de la formule, c'est un communicant, c'est parfait, il ne peut pas faire mieux ». Donc ça, je trouve ça très intéressant. Il y a un autre qui disait que le marché fera le choix, en fait, triera au fur et à mesure entre les entreprises qui sont vertueuses ou pas. Et on le voit bien, les entreprises, maintenant de plus en plus, les consommateurs, les consommatrices, comme vous le disiez, plébiscitent des entreprises dans lesquelles elles ont confiance, que cette confiance est le cœur, c'est la clé maintenant pour vendre. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce déploiement. Donc c'était très juste comme observation, parce qu'il ne faut pas aussi se leurrer que parfois des entreprises, une personne m'a dit, pourquoi est-ce qu'on s'est engagé dans une démarche alors RSE d'une certification, d'un label qui a une partie sur l'éthique des affaires, parce que nos clients nous demandent. Voilà. C'était très cash, très franc et très réel. Pourquoi ? Parce que c'est un intérêt pour les entreprises qui maintenant demandent de plus en plus, même les grandes entreprises, qu'est-ce que vous faites vous en matière d'éthique ? Parce que là encore, qui se ressemble s'assemble, on veut travailler avec des personnes qui nous ressemblent. Et c'est important aussi en matière de gestion des risques potentiels, d'image, etc. Donc il y a vraiment ce choix des personnes engagées autour de bonnes valeurs. Et là, ça permet de faciliter aussi le travail ensemble. Donc je vous ai mis les exemples justement
des bouquins qui ont été écrits par Véronique, hein, que je vous cite, et puis il y en a d'autres qui existent. La morale et le droit des affaires, vous pourrez le relire, vous me direz ce que vous en pensez. Et comme je sais qu'il y a un master compliance, c'est aussi intéressant de voir la différence entre les deux. Parce qu'on peut très bien trouver que c'est très proche, et en même temps c'est un peu différent, puisque la compliance, vous savez, vous avez tous toute une idée ou pas vous? Alors, vous pouvez nous dire ce que vous avez retenu, si vous voulez bien? Beaucoup de personnes croient que la conformité et la compliance, c'est la même chose dans le recrutement. La conformité, c'est le fait de se conformer à des lois ou des réglementations qui sont en vigueur. Mais la compliance, c'est tout autre chose. Je ne vais pas vous dire la définition exacte de la compliance, mais ce n'est pas forcément juste vérifier le respect de l'intérêt. Merci beaucoup. Effectivement, mais c'est un sujet, même moi au début je ne comprenais pas, je me dis mais puisque le synonyme de compliance c'est conformité, quelle est la différence? Et en fait la différence elle est dans l'approche. En droit français, on a cette grande règle, nul n'est censé ignorer le droit, hein, la loi, sachant qu'il y a des millions de textes qui existent. Je ne sais pas si vous avez cette omniscience de connaître tous les textes et toutes les définitions qui existent, qui sont, je ne sais plus combien, il y a des milliers de pages de code, etc. Et ce principe, si vous ne respectez pas la loi, on vous sanctionne. Bon, c'est comme ça que ça marche. Je trouve que le concept de compliance, qui est un concept anglo-saxon, est bien plus intelligent, parce qu'il dit l'important, certes, s'il y a un manquement, il faut condamner, mais l'important, c'est comment est-ce que l'entreprise va entreprendre une démarche pour se mettre en conformité par rapport à la réglementation. Et quelque part même l'aider ou l'orienter en lui disant ce qu'il faut faire, et ensuite libre à elle de le faire ou pas. Mais cette démarche avant, plutôt que de dire « Ah, vous ne l'avez pas respecté, je vous sanctionne sans vous avoir donné les clés », la compliance, c'est je vais vous aider, une démarche pour entreprendre ces démarches de conformité, en fait. C'est pour ça que c'est très proche. Donc la France, c'est l'idée de l'égalité, voilà, c'est ça. Et il faut être conforme, débrouillez-vous. Et la compliance, c'est voilà votre objectif, voilà ce que vous devez mettre en place, à vous d'être responsable et de le faire. Et ça va être typiquement des missions que vous ferez en entreprise sur les sujets, de ces réflexions. Comment est-ce qu'on va faire pour être en conformité? Quelles sont les stratégies, les outils à développer? Je vais en citer quelques-uns que j'ai développé, on verra comment synthétiser pour ne pas être trop longue. Ça va être votre travail quotidien en fait. C'est vérifier, est-ce que je suis alignée ou pas, et comment, si ce n'est pas le cas, je mets en place des outils, etc. Donc, et c'est une démarche donc, pour matérialiser l'éthique. C'est ça. On revient sur le concret, très pratico-pratique. Donc, j'aime bien la définition du cercle de compliance. La compliance, c'est l'ensemble des processus qui permettent d'assurer la conformité des comportements de l'entreprise, de ses dirigeants, des salariés aux normes juridiques et éthiques qui leur sont applicables. Il parle même de normes juridiques et éthiques. Donc des processus, des procédures, des principes basés sur l'éthique des affaires, c'est votre socle de travail, et désormais rattaché à la notion de RSE. Donc toutes ces notions s'imbriquent et elles se complètent. Ça peut être aussi défini comme un ensemble de techniques juridiques et de gestion dont la mise en œuvre est imposée aux entreprises de taille significative, c'est là où il y a les grandes lois Sapin ou Vigilance par exemple, dont la mise en œuvre est imposée dans le but de contrôler l'application effective des règles éthiques et juridiques qui leur sont applicables et de diminuer le risque d'infraction à ces règles. Je peux vous donner un exemple aussi, là je suis à une mission avec la CNIL, c'est assez génial puisque je participe aux réunions pour travailler sur des nouveaux outils dans un certain secteur. Et c'est intéressant de voir aussi que la CNIL, qui est perçue comme un outil juste d'être le gendarme qui va taper quand ça ne va pas, elle a toute cette phase en amont d'accompagnement des entreprises pour les aider à être en conformité. Elle a même là lancé ce qu'elle appelle des bacs à sable pour aider à sélectionner des entreprises sur les appels à projets pour les aider à être en conformité RGPD. Moi, je l'ai suggéré à certaines entreprises en disant c'est le bonheur absolu. Vous avez la CNIL elle-même qui va vous dire ce qu'il faut faire ou pas. Et donc ce processus d'accompagnement, il y a des publications d'outils, de documents, etc. En revanche, après, évidemment, si les entreprises ne le font pas, celles qui sont assujetties, là, il peut y avoir le contrôle. Mais même dans une phase de contrôle, il va y avoir une phase de mise en conformité. On vous laisse un délai pour vous mettre en conformité.
Et après, vraiment, si ça ne marche pas, là, c'est sanctionné. Donc, c'est aussi cette démarche-là vraiment de faciliter. Donc, la compliance, c'est un changement d'approche. C'est plus le pilotage par les risques qui, on ne va pas se cacher, existe beaucoup dans les entreprises, hein, comme l'exemple que je vous ai donné en numérique, qui, à mon avis, n'a pas fait ce qu'il fallait. Là, c'est plutôt, j'ai les risques, comment je vais faire pour être en conformité? Et donc, c'est un outil de qualité juridique, c'est un outil de confiance. Les contrats que vous allez faire, les conditions générales de vente, etc., c'est comme le lien par rapport aux consommateurs, consommatrices. S'ils sont clairs, s'ils sont, par exemple, en legal design, s'ils sont adaptés, vous allez limiter vos risques aussi. C'est ça aussi, cette attention aux personnes qui vont vous lire. Et pour refaire une petite référence avec un cabinet où nous travaillons ensemble avec Amandine, j'ai beaucoup plaidé certains contentieux, je ne peux pas dire trop, sinon on va deviner. Mais il y a un moment, je dis à notre boss, je ne comprends pas, il y a une clause dans un contrat de notre client qui n'est pas claire, et du coup, il y a tous les contentieux, à chaque fois contre le même confrère, en France, tout le temps sur cette clause-là, qui suscite tant de contentieux. Il suffirait de la changer, cette clause. Et il m'avait dit à l'époque, ah oui, mais là, en gros, c'est notre gagne-pain, donc nous, on plaide là-dessus. Et moi, vraiment, j'ai une analyse différente. Au contraire, évitons les procédures, apportons un conseil différemment. Oui, ça serait peut-être pas ça arrêterait les contentieux. Enfin, ça serait quand même plus logique, je trouve. Donc, c'est pour ça que le lien entre le contentieux et le conseil, j'ai beaucoup fait de contentieux. Après, je suis passée plus en conseil, parce que quand on fait ce terrain-là, qu'on voit ce qui ne va pas, on peut corriger. Et après, ça vous évite des risques et des procès ou autres. Donc c'est important. Et vous serez la plume de ces sujets-là. Donc c'est vraiment c'est un pouvoir important, comme un impact important quand vous allez mettre ces fameuses clauses éthiques que vous y etc. Donc effectivement, il y a de plus en plus de métiers, notamment des compliance officers qui se développent pour organiser la conformité. Donc c'est vraiment du management et c'est très rattaché évidemment aux directions juridiques, juristes d'entreprise qui sont... vraiment, chaque année, il y a des colloques, des conférences sur les sujets, parce que c'est au cœur de l'activité, en cohérence avec d'autres fonctions, bien sûr. Avec des nouveaux outils, comme cartographie des risques, je vais vous montrer comment ça fonctionne, pour piloter, sachant que maintenant, l'exemple que je vais vous donner de la cartographie des risques, il n'est pas figé, mais il est sous forme, on va dire, de tableau. Maintenant, il y a des outils, carrément des logiciels, qui sont créés par des entreprises, qui vont voir les boîtes pour justement avoir des outils très ergonomiques, adaptés à leurs besoins, leur taille, en disant, bah voilà, selon telle réglementation, vous devez faire ci et ça, et c'est beaucoup plus fluide et intuitif. Il y a aussi donc, des nouveaux métiers du droit à créer et des marchés à conquérir, parce que vous voyez, oui, au mois de mars, j'ai vu qu'il y avait un forum Ethics and Compliance International in Paris, 2 jours entiers de séances plénières, pour vous épargner mon anglais, et d'ateliers pratiques dans petits groupes, justement, par exemple aussi par la CSRD, cette fameuse directive. On parle de pratiques pour apprendre à monitorer les risques, appréhender les contrôles, faire des mappings, des cartographies des risques, etc. Préparer l'IA Act, et j'ai adoré voir, le forum est exclusivement réservé aux praticiens de l'éthique et de la compliance, c'est-à-dire les consultants, des services support et lawyers are not admitted. Alors ça, quand même, j'ai halluciné. Mais j'ai trouvé ça fou, en fait. Un jour, si je les rencontre, je leur dis, mais comment est-ce possible? Donc, on voit que c'est un marché du droit. Enfin, c'est du droit, c'est que du droit. C'est la réglementation. Et, on est d'accord, non? Pardon pour deepfake, je n'aurai pas de procès, mais j'ai trouvé ça fou. Parce qu'au contraire, pour moi, c'est le cœur... on ne peut pas se passer des juristes. C'est pas possible. Donc, bottez-vous pour aller intégrer le cercle de l'éthique des affaires. C'est quand même incroyable. Voilà, je vous laisse réfléchir, méditons ensemble. C'est fou, hein? Oui, bien sûr. Par rapport vraiment là aux entreprises sur l'éthique, si on prend typiquement le cas d'une entreprise française, aujourd'hui on est quand même dans un monde très libéral économiquement, les entreprises, elles ont des filiales partout, c'est génial, ça fait du fric, mais si on revient à l'éthique et aux politiques des RSE, est-ce qu'une entreprise ne devrait pas, peu importe où est-ce qu'elle délocalise, parce que ça aussi, je pense qu'on peut en parler,
dans l'éthique, c'est le fait de produire, tout ce qui est lié à la production et à l'industrie, de rester dans le pays de l'entreprise. Voilà, une entreprise française devrait par exemple justement produire et vraiment industrialiser en France. Parce qu'au final, quand elle se retrouve à ouais, j'ai du mal, désolé. Industrialiser. La production ailleurs. Est-ce que Délocaliser. ça n'amène pas à se déresponsabiliser sur les politiques de RSE Mais alors, et d'éthique, justement, parce que forcément, dans les pays, enfin dans d'autres pays du monde, on a tous des éléments critiques, on va dire, sur les questions du business, du droit des affaires, et que voilà, plus facilement, forcément, ça revient moins cher, la main-d'œuvre, etc. Et ne serait-ce qu'en Europe, le fait d'aller produire dans d'autres pays, je pense surtout à l'Europe de l'Est par exemple, ou en Asie, ou ce genre de choses. Et du coup, voilà, est-ce qu'on n'échappe pas à la RSE ou à ces politiques, cette éthique qui va être plus exigeante peut-être chez nous, mais qui chez les autres va être très peu exigeante, plus light, oui. voire complètement indifférente. Ah bah oui. Parce qu'on en revient aussi à des questions du droit du travail. Oui. Moi, je pense à tous les événements sportifs. Il y a systématiquement des scandales sur le respect des gens, des employés. Dans toutes les, si on prend les coupes du monde, il y a des scandales systématiques depuis des années et des années. Quel genre de scandale? Voilà. Quel genre de scandale? Ah, mais tout ce qui est lié, il y a énormément justement par rapport à des employés qui meurent, on ne prend pas en compte leurs droits, le respect des droits humains. Voilà, c'est ce genre de choses-là. C'est un peu ça que c'est. Ma question, c'est vraiment sur le fait de se déresponsabiliser un petit peu, de sortir de ça. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, si la question est claire ou pas. Très clair. Pour essayer de synthétiser, c'est de voir si les entreprises peuvent s'exonérer d'une responsabilité en travaillant avec des entreprises, par exemple, à l'étranger, dans d'autres pays, notamment, ça peut être la Chine, ça peut être d'autres pays, Europe, etc., où les règles sont moins contraignantes et les incidences en matière de droit du travail. Moi, je pense que vous êtes fait pour ça, parce que la slide suivante, c'est éthique des affaires et RSE. Et justement, pour vous rappeler aussi l'impact et l'imbrication entre les deux, finalement, et l'impact ensuite pour les entreprises, parce que c'est tout à fait juste. Tout le monde encore n'est pas concerné. Alors, j'anticipe un tout petit peu sur la réponse, mais on va le voir, l'éthique justement a forgé l'évolution du droit. C'est pour ça que c'est aussi très, très, très lié les deux notions. On va le voir après, mais que pour l'instant, toutes les entreprises ne sont pas concernées de manière obligatoire en termes réglementaires. Il y a des débats là, en ce moment au niveau européen avec la directive CSRD par rapport au périmètre d'action, parce que l'idée c'est justement d'ouvrir le champ à plus d'entreprises pour être plus concernées. Et c'est vrai que c'est tellement fastidieux, ils font des rapports de 150 pages, c'est quand même très compliqué. Donc il y a toute une partie d'entreprises ou même d'associations, il ne faut pas l'oublier, parce qu'elles aussi, malgré tout, elles sont dans le monde des affaires, qui ne sont pas concernées par ces règles. Pour autant, peuvent-elles s'exonérer quand elles déconnent, entre guillemets. Leur risque n'est pas réglementaire, mais il va être réputationnel, il va être commercial et perdre des marchés aussi. Donc finalement, aujourd'hui, il y a une démarche collective et un peu... d'où voilà, ce lancement de toutes les entreprises qui s'y intéressent. Parce que même si justement elles ne sont pas concernées, donc elles sont que dans la soft law, ce qu'on appelle, elles ne sont pas dans le hard law avec des contraintes parce que leur secteur, leur taille ou leur chiffre d'affaires est inférieur à certains critères. Pour autant, ne pas s'en préoccuper, ça me semble suicidaire parce que ça passe plus. Maintenant, on demande des comptes aux entreprises, quelle que soit leur taille, hein, et même les cabinets, et tout le monde. Hein. Donc, mais c'est tout à fait juste. Voilà, il y a cette distinction entre ce qui est obligatoire pour certaines entreprises selon certains critères et les autres. Et donc, l'éthique, c'est aussi, voilà, pour faire le lien, il est sur le suivi et la RSE. Là aussi, ça peut paraître joli, la RSE, c'est sympa, un peu marketing, etc. Mais en fait, c'est quand même, ça a des incidences très concrètes, très importantes. C'est vraiment la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société. Donc, c'est cette prise de conscience qu'on a un impact, quel que soit le secteur d'activité. Si c'est de la production, par exemple, de tout ce qui va être les téléphones portables, j'aurais pu mettre la slide où on voit la planète Terre avec des millions de téléphones portables, de déchets numériques qui flottent dans l'espace, qui est quand même monstrueux.
parce que tout le monde a libéré les déchets partout, ou d'autres pays, les pauvres souvent défavorisés, où on leur colle nos poubelles et ça fait des plages horribles avec des enfants qui vivent sur des décharges de poubelles parce que les pays riches leur évacuent chez eux les déchets. Donc, il n'y a pas que ça, mais c'est vraiment une responsabilité aussi humaine et sociale, hein, bien sûr. Donc là aussi, on retrouve cette démarche qui vise à prendre en compte les enjeux du développement durable, environnementaux, donc la nature, les animaux, mais aussi sociaux, le bien-être des gens, la qualité de vie des équipes, fondamentale. Il y a beaucoup de scandales dans les entreprises avec parfois des suicides ou autres parce qu'il y avait un management toxique et malheureusement, ça existe toujours. Donc ça il faut le dénoncer impérativement. Prendre en compte tout l'impact qu'on peut avoir dans la société à partir de critères qui incluent justement, vous l'avez dit tout à l'heure, l'éthique. Par exemple, il y a une norme qui est importante, c'est la norme ISO 26000, qui reprend sur 7 piliers, en fait, que des sujets qui touchent l'éthique des affaires, la gouvernance de l'organisation, les droits dits de l'homme, qui devraient s'appeler les droits humains ou autres, parce que c'est quand même encore une vieille notion à adapter, n'est-ce pas ? Les relations, conditions de travail, notamment évidemment tout ce que vous disiez sur le harcèlement, l'environnement, la loyauté des pratiques, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la confiance, avec aussi la protection des parties prenantes, et puis l'impact aussi, le rayonnement autour qui favorise l'emploi, etc. Donc des questions centrales qui ensuite déclinent des comportements auxquels les entreprises doivent répondre. Alors comment on fait pour piloter tout ça ? Comment concrètement on inclut cela dans une entreprise. Il y a plusieurs outils. On ne peut pas tout voir et aller dans le sujet. D'ailleurs, attendez. La slide est mal placée. On verra ça plus tard. Mais après, d'abord aussi un petit rappel quand même, sur l'histoire aussi de l'éthique des affaires, justement, qui a forgé le droit. En fait, c'est tracé, c'est daté. L'éthique des affaires est née, on va dire, en 1773. Donc, ça ne date pas d'hier non plus. Parce qu'à l'origine, c'est une grande boîte qui est multinationale, compagnie anglaise des Indes orientales, qui, en fait, dans son activité de déploiement, s'est rendue coupable d'une famine de 3 ans de villageois et villageoises. Donc là, on s'est dit, il y a peut-être un sujet quand même d'encadrement des entreprises multinationales qui veulent faire du business. 19e siècle aussi, il y a eu dans le secteur financier, des corruptions, des fraudes, des surfacturations, etc., etc. Bon, le point commun de toutes les fraudes et autres, c'est souvent l'argent, de l'appât du gain, des économies. J'ai oublié de mettre dans les slides un cas aussi qui est arrivé, qui est hyper important, je trouve qu'il illustre vachement bien le côté éthique des affaires. C'est le sous-marin, on va y revenir tout à l'heure. Où des règles ne sont pas respectées pour faire des économies, parce qu'on n'a pas envie de dépenser d'argent, et au final, derrière, c'est des morts, des catastrophes, et finalement un impact économique monstrueux, puisque, c'est le cas de le dire, l'entreprise a coulé. Voilà. Ça, c'est le fameux sous-marin qui a explosé en allant voir le Titanic. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire. Il faut lire des articles, alors qu'on peut traduire si c'est trop compliqué, mais très intéressant de voir, parce que là, on est vraiment dans cet aspect d'éthique des affaires, avec notamment un directeur de la sécurité qui avait alerté en disant « Attention, on respecte les normes pour aller à 1300 mètres sous l'eau. En revanche, on n'est pas en conformité avec les réglementations si on veut aller en dessous. Parce que les matériaux qui sont utilisés ne sont pas adaptés, mais il fallait payer plus cher pour se mettre en conformité avec cette fameuse réglementation autorisant le sous-marin à aller à 4000 mètres. Ils n'ont pas voulu, c'était une dépense supplémentaire. Et il a fait plein d'alertes sur « attention, là il y a des failles de sécurité, là il y a un problème de matériaux et tout ». Il s'est fait virer. Il a été attaqué par l'entreprise pour violation de clause de confidentialité. Donc voilà, licenciement et poursuite de l'entreprise. Et au final, il avait raison. Et quand le sous-marin est parti, c'est 5 morts et c'est quand même un désastre humain et une responsabilité du chef d'entreprise qui s'est dit « moi je m'en fous, mais de la réglementation ». C'est exactement ça. Ça, c'est vraiment un exemple très intéressant qui montre ce choix. Il avait le choix de l'écouter, de faire ce qu'il fallait, d'investir plus pour sécuriser.
il a délibérément choisi de ne pas le faire. Voilà, le résultat. Donc vous voyez, là c'est des exemples, là, c'est très concret, plus récent. Comme Nestlé aujourd'hui, pareil, manifestement ils avaient le choix et on leur reproche d'avoir dissimulé les risques, d'avoir menti même. Donc c'est là où on parle de confiance et de loyauté. Ils savaient qu'il y avait des difficultés ou des non-conformités réglementaires ou autres en matière de sécurité. Et bien résultat, c'est dans la presse, au Sénat, etc. Et ça va quand même impacter monumentalement l'entreprise et sa valorisation. Un exemple aussi, Enron, sur ce sujet-là, de manière très rapide, mais Enron était présenté comme un modèle d'éthique et de transparence. C'est assez rigolo. Alors, ils avaient des chartes éthiques dans tous les sens, l'affichage de valeurs. Enron, c'était une boîte qui était un des joyaux des États-Unis. Je crois que c'est la plus grosse entreprise, enfin, la 7e plus grosse, un développement extraordinaire. Et patatras, 2001, on se rend compte qu'il y avait des scandales de fraude, de corruption, de blanchiment, de harcèlement, de comportements déloyaux à l'étranger, justement, dans des villes, etc. Et en 6 mois, la boîte est morte. Le dirigeant s'est suicidé, très courageux. Et en fait, c'est aussi intéressant de voir comment la pépite qui était ce modèle d'éthique et de transparence s'effondre parce qu'en fait, son comportement n'était pas aligné avec son affichage. Donc pour revenir à ce que vous disiez aussi, c'est qu'on ne peut pas se permettre de ne pas être... si on affiche par exemple des valeurs et que finalement on ne les respecte pas, ça peut être un effet boomerang monstrueux qui nous revient en pleine figure et qui ensuite peut conduire à ce genre d'affaires. Là c'est pareil, c'est toujours cette fameuse slide qui n'est pas bien placée, mais c'est pas grave. Donc, je passe sur d'autres exemples qui reprennent exactement... Ouais. S'il n'y avait pas une confusion entre l'aspect de la pédagogie, la déontologie pédagogique et l'éthique. Par exemple, dans le domaine de la santé, le médecin et les infirmiers, le fait de respecter tous les patients sur le même pied d'égalité, ça fait partie de la déontologie pédagogique ou ça fait partie de l'éthique. C'est quoi la déontologie pédagogique? Qu'est-ce que vous entendez par la déontologie pédagogique? C'est le respect du domaine. Par exemple, quand vous êtes ah oui. médecin, vous respectez la déontologie pédagogique. Alors effectivement, merci de me reprendre la différence aussi entre l'éthique et la déontologie, c'est important, parce qu'on peut tout à fait considérer que c'est très similaire, voire proche. La différence et la complémentarité. Je vais prendre l'exemple du code de déontologie de la profession d'avocat, par exemple. En fait, ce code de déontologie, il reprend des valeurs éthiques qu'on va retrouver, par exemple, dans le serment. On retrouve la loyauté, etc., un comportement vertueux. Et le code de déontologie, en fait, vient faire un cadre, on dirait, réglementaire qui, en cas de manquement, permet de sanctionner. Par exemple, si vous avez un manquement à ces règles, ces valeurs qui sont indiquées, ça relève de la déonto, du disciplinaire. Vous avez un texte qui vient dire que ce n'est pas conforme et donc vous pouvez être sanctionné. Donc en fait, ça va être un corpus. La déonto, ça va être le corpus des règles qui vont figer ces valeurs éthiques, en fait, ou ces règles éthiques que vous avez décidé de vous auto-appliquer quelque part aussi, par exemple. Et en cas de manquement, vous pouvez être sanctionné. Un peu, le corps, en fait, de ces règles-là. Ça c'était pour la différence. Et ensuite, pour les médecins, le respect des patients, c'est ça? Ah bah, il y a des cas... Traiter tous les patients sur les mêmes pieds d'égalité, ça, on fait référence à l'éthique ou à respect de la déontologie? Ben, les deux, monsieur. Les deux, parce qu'en fait, effectivement, là, ça va... Pour le médecin, c'est pareil. Ça ressemble d'ailleurs, la déonto est très proche des avocats. Et c'est quasiment la même, d'ailleurs. Le respect des patients ou des patientes, évidemment... ce sont des règles et des valeurs qui ont été intégrées dans leur code de déontologie. C'est intéressant d'ailleurs de lire ce code, il est bien écrit, et vous voyez aussi toute leur... Ça, pareil, ils l'ont depuis très longtemps. Exemple, moi j'ai une consoeur dans le cabinet dans lequel je suis, Miki Myangpaya, qui fait du droit des affaires, beaucoup d'économie sociale et solidaire, et qui parallèlement a créé une association de défense des victimes de violences, qui s'appelle Avocats Femmes Violences, et elle accompagne des victimes d'un médecin qui a violé un gynécologue,
qui s'est extrêmement mal comporté avec de nombreuses femmes, ce qui me fait entendre qu'il y a eu beaucoup de violences gynécologiques qu'on ignorait et qui, en fait, malheureusement, avec des comportements non respectueux, imposés, excédant ce qui était nécessaire pour un examen. Et en fait, il a des centaines de plaintes. Donc il a abusé. J'ai vu qu'il y avait un chirurgien dentiste, qui a violé un enfant sur son lit dans son cabinet de dentiste. C'est quand même monstrueux. Donc ça, ces règles-là, évidemment, eux aussi, ils sont soumis. Et ils sont soumis à deux... Alors, aussi pour préciser, par exemple, à deux corpus de règles. Comme nous, où les médecins, ils vont être à la fois soumis au côté pénal, par exemple. Sur ces sujets-là, ils peuvent être condamnés sur le plan du pénal, mais aussi du côté de la déontologie. La consoeur que j'ai citée tout à l'heure, elle était sanctionnée par un conseil de discipline dans la profession. Mais peut-être d'autres comportements. Je pense par exemple à des personnes qui sont du harcèlement moral dans un cas que j'ai vu. Les prud'hommes sont aussi saisis de l'aspect droit du travail de cette avocate ou de cet avocat qui s'est hyper mal comporté avec une de ses assistantes. Et à la fois, voilà, il peut être puni sur le plan de la déontologie, et donc ce manquement à son éthique, et pénal, voire d'autres ou d'autres réglementations. Donc, et dans les entreprises, on retrouve ça aussi sur le plan, par exemple, disciplinaire. Si vous avez un comportement qui manque à l'éthique ou aux valeurs de l'entreprise, d'où l'importance aussi des chartes éthiques, de plus en plus, des clauses que vous pouvez mettre dans les contrats de travail. Moi, j'avais recommandé à une association, justement, d'intégrer dans des contrats de travail une clause faisant référence à la charte éthique que j'ai rédigée sur des valeurs, justement, d'exemplarité et autres. Et autant il y avait un débat à l'époque où est-ce qu'on peut s'appuyer dessus, notamment devant des tribunaux. Maintenant, de plus en plus, oui, les juges, bien sûr, s'il y a une charte éthique qui vient dire que ces comportements-là, dans cette entreprise-là, sont particulièrement répréhensibles, ça peut légitimer des sanctions, juridiques. Vous voyez, les deux liens. Donc, ce sont deux choses différentes, mais ça fait écho. J'ai répondu un peu? Parfait. Donc d'autres scandales aussi qui ont contribué justement à cette évolution. Il faut bien comprendre qu'en fait, notre droit, beaucoup, malheureusement souvent, évolue au fur et à mesure au gré des scandales. Même si parfois on a une bonne idée, on se dit c'est ça qu'il faudrait faire, non, il faut attendre qu'il y ait un bon scandale, que l'affaire arrive, éclate pour se dire ok, maintenant on va adapter la réglementation. Donc là, il y a plusieurs exemples. Il y a par exemple Bhopal, il y a eu des... ils sont tous atroces, de toute façon. Des fuites de gaz mortels. C'est la plus grande catastrophe de l'histoire de l'industrie en Inde. Encore une fois, souvent les populations vulnérables sont les plus touchées, malheureusement. Il y a 30 000 morts, 500 000 blessés. Pourquoi? Parce qu'il y avait des déchets toxiques qui ont contaminé toute la population, notamment les enfants. Et c'est à partir de là que le principe de loi pollueur-payeur est né. En disant quand même les entreprises qui polluent ont des responsabilités. Il faut que le droit y réponde et si elles polluent, qu'elles payent. Pollueur-payeur, vous polluez, vous payez. Ça reste en évolution, mais ça a forgé, et notamment au niveau international, mais aussi en France, avec la loi Barnier, j'ai mis slide dessus après. Il y a aussi le Rajaplan, effondrement au Bangladesh, plus de 1150 morts, 2000 blessés. Je trouve ça sordide parce que c'était des fabriques et ateliers de confection dans l'habillement. On a trouvé dans les décombres des étiquettes genre Zara, tout ce qu'on porte, quoi, qui étaient fabriquées là-bas. Les règles de sécurité n'avaient pas été respectées. L'immeuble s'est effondré sur les ouvrières, les ouvriers qui travaillaient. Parce que comme c'est pas cher, ils n'ont pas investi. Ça a contribué à forger le développement de la RSE. Et notamment le côté justement droit du travail, cette surveillance aussi de sécurité très importante, parce que les grandes entreprises ont l'obligation de s'assurer que les structures dans lesquelles elles font bosser les gens, ou en tout cas leurs sous-traitants, sont sécurisées. Parce que si ce n'est pas le cas, ok, c'est pas cher d'aller là-bas, sauf qu'en fait, si les bâtiments sont insalubres et que tout le monde meurt, voilà. Maintenant, ils peuvent en être responsables aussi. Ils peuvent avoir une responsabilité partagée. Beyrouth aussi, c'est pareil, un exemple, consigne de sécurité non respectée, réglementaire, explosion d'un stack d'ammonium et désastre. Donc,
Il y a eu d'autres cas, alors là, très récents aussi, vous avez peut-être pu voir dans les médias, il y a eu des émissions même consacrées sur France 2, etc., dans le secteur que je connais bien, médico-social. Je peux vous dire que c'est une déflagration, tout le monde ne parle que de ça. Et ce qui est dingue, c'est que moi, je parle d'éthique depuis longtemps. Au début, on dit Solène, c'est très sympa et tout. Maintenant, tous les sujets, paf, tout le monde fait des belles chartes éthiques, des valeurs, etc. Et tant mieux. Il a fallu ce scandale compliqué, difficile, inadmissible, pour que finalement tout le monde prenne conscience et s'engage sur une voie plus vertueuse. Et alors, c'est ce qu'on voit, hein, ces fameuses crises, c'est la crise qui se dit comme une crise, mais aussi une opportunité. Eh bien, parfois, il faut passer par là pour ensuite améliorer les pratiques et tendre vers le meilleur. Mais il aura fallu tomber bien bas parfois ou qu'il y ait des scandales qui arrivent malheureusement pour évoluer. Et aujourd'hui, pour tout vous dire, la nouvelle entité Orpea, qui s'appelle Emeis, c'est un cas d'exemple, vous avez été regarder, ils ont entrepris une politique éthique avec des Rolls-Royce qui est canon. Et quelque part, c'est la meilleure politique éthique qu'on puisse lire, alors que c'était celle qui était pointée du doigt. Voilà. Donc là aussi, on voit une évolution et voilà, une prise de conscience à marche forcée, mais ça a jeté quand même l'opprobre sur tout le secteur. Et aujourd'hui, cette perte de confiance dont vous parliez, elle est toujours là. Donc ça a eu un impact monumental et encore aujourd'hui. Donc Nestlé, on en a parlé, c'est toujours d'actualité. Il y a eu Kinder aussi pour les enfants. Bon, ça c'est quand même pareil, c'est pas possible quoi. Kinder, c'est quand même le chocolat, on fait confiance, c'est le plaisir et tout. Et quand on se rend compte que je sais pas, Amandine, tu avais suivi. C'est qualifiant, Kinder. Tu vas en dire un petit mot si tu connais. Non, mais je me souviens, je m'étais dit que c'était incroyable. C'est assez récent, c'était quoi, il y a 2-3 ans, je sais pas. Ouais. Un truc comme ça. Donc voilà, regardez un peu ces sujets-là. Bon, après, au final, on finit par en racheter, mais quand même. Ouais. Pendant un certain temps, j'ai une amie qui a une chocolaterie qui me dit « Ah, c'était trop bien le scandale Kinder » parce que du coup, toutes les personnes ont arrêté d'en acheter, ils sont venus dans ma chocolaterie. Donc ça a été pour elle bénéfique, mais bon, voilà. D'autres plaintes, ça c'était pareil très très récemment, la une sur le groupe Bolloré, ses activités en Afrique, un collectif de 11 ONG, parce qu'il y a ça aussi, c'est que maintenant, pour les grandes boîtes, peuvent être pointées du doigt aussi par des organisations non gouvernementales qui peuvent déposer des plaintes. Alors c'est aussi maintenant de plus en plus pour les entreprises ou les cabinets une source potentielle de contentieux plus grand. Mais pareil, ils sont fait avoir, a priori, je ne connais pas la suite, mais en tout cas dans la presse, plainte pour corruption, etc. Et, alors que blanchiment, enfin voilà, tous ces sujets qui sont dans l'éthique des affaires. J'avais vu ça d'autres encore. Ah oui, les fraudes à ma prime rénov. Ma petite voisine qui a 94 ans que j'adore, Danielle, je la cite, je l'embrasse. Elle m'a fait tellement de peine. Elle a été abusée par une boîte, donc une entreprise de bâtiments ou faux bâtiments, qui lui a fait croire que pour 15 000 €, il allait refaire tout son appartement, qu'elle aurait toutes les aides de l'État, le fameux ma prime rénov. Sauf qu'évidemment, il n'y avait rien derrière et que c'était une grosse arnaque. Et j'ai un peu discuté avec elle, j'ai beaucoup aimé ces termes. Elle m'a dit, parce qu'elle a été ébranlée, elle a tellement été ébranlée après qu'elle a chuté. Enfin, c'était pour moi un impact dans sa vie du quotidien. Ça l'a stressée terriblement, c'était affreux. Et il y a une voisine, heureusement, qui l'a aidée. Enfin, un cas concret d'une entreprise. Je lui dis, est-ce que vous avez porté plainte? Elle me dit, non, j'ai pas osé. Enfin, voilà, encore une boîte qui, du coup, œuvre et va abuser d'autres personnes. Et elle m'a dit, c'est fou, ces gens-là, comment ils nous possèdent. C'est bien son terme de... Comment ils arrivent à nous emmener dans leur... on les croit, on leur fait confiance. Et ensuite, derrière, en fait, c'est une grosse arnaque. Et elle a failli heureusement qu'une voisine est intervenue à temps. Mais ça, et malheureusement, il y en a de plus en plus dans ces secteurs-là. Donc, quand vous serez juriste, peut-être que vous verrez une boîte qui se comporte mal, et là, vous aurez un choix à faire. Est-ce que je reste? Est-ce que je dénonce? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais comme pour le Titan, je dénonce et je me fais virer, mais au moins vous serez alignés avec vos valeurs? Est-ce que vous décidez tous d'y contribuer et de dire « Ah non, c'est mon truc », d'abuser et de... Voilà, ça sera votre libre arbitre, mais ça sera des points qui peuvent être importants parce que ces boîtes-là, elles ont bien des juristes. Enfin non, je dis ça, ou pas, justement, elles n'en ont pas. Donc il faut des juristes dans toutes les boîtes. Voilà, c'est mon cri du cœur. Et dans le bâtiment, malheureusement, c'est un peu l'enfer. Donc, y a-t-il un droit de l'éthique et le lien? Bon, ça, on l'a déjà vu, entre l'éthique et le droit. Hein, le droit est influencé par
par l'éthique. Donc, les lois sont le reflet, mais à un instant T. Comme on voit, il y a d'autres préoccupations au fil du temps qui font que des lois doivent évoluer, etc. Je vous ai mis, ça c'était les slides de Véronique, hein, je tiens à la citer aussi parce qu'elle avait beaucoup de slides qu'elle avait fait sur des exemples entre les scandales et les lois derrière, l'impact plusieurs années, comme ça on voit en décalage entre le point de début et puis et les conséquences dans notre réglementation. L'exemple, j'en ai parlé, la loi Barnier de 95. Bon, c'est toujours pas forcément très bien respecté, dit la Cour des comptes européenne, mais bon, ça a le mérite d'exister quand même. Donc on a aussi le long processus parfois aussi pour arriver à faire des réglementations. Alors, pour les personnes qui ont fait la compliance, vous êtes peut-être plus sensibilisés, mais la loi Sapin 2 aussi, j'en ai parlé parce qu'elle est citée dans l'affaire du Rassemblement national, qui maintenant condamne de manière systématique avec exécution provisoire, au lieu que ça soit une option, qui vient justement une loi pour réglementer la transparence, la lutte contre la corruption, et ça a été une étape décisive en faveur de l'éthique et de la probité, donc l'honnêteté dans la vie économique. Donc là, on voit, ça c'est un exemple important d'une loi qui vient acter des principes ou des valeurs éthiques en disant maintenant ces sujets-là, il faut en faire une priorité pour les grandes entreprises avec des critères. C'est cette loi, par exemple, qui a mis en place une protection pour les lanceurs d'alerte, justement aussi, pour les personnes qui dénoncent des faits en interne dans une boîte dans laquelle ils sont salariés. Avant, dans d'autres pays, ils peuvent être virés, là, ils sont protégés. Ils disent non, c'est mon devoir d'alerte, j'ai identifié un comportement qui ne me convient pas, je peux le dénoncer. Je serai protégé. Donc, une loi très importante en matière d'éthique des affaires. Aussi la loi de 2017 sur les devoirs de vigilance. Et là, ça revient tout à fait à ce que vous disiez sur la responsabilité des grandes entreprises de surveiller ce que font leurs filiales, ce que font leurs fournisseurs dans d'autres pays. Et ces sujets de sécurité, de travail des enfants, de blanchiment, de corruption, etc. Donc, il y a certaines entreprises qui doivent le faire, qui sont obligées, donc c'est devenu là une contrainte, une obligation, et d'autres qui ne l'ont pas. Mais donc la loi fixe les critères, ça a pu évoluer, et on voit que les entreprises doivent adopter des plans de conformité avec des mesures de vigilance raisonnables pour identifier les risques, prévenir des atteintes graves en matière de droits humains, de libertés fondamentales, santé, sécurité, environnement. Donc on retrouve ces piliers-là qui constituent le cœur de l'éthique pour les entreprises. Et donc, vous pourrez regarder les textes pour voir tout le monde n'est pas concerné. Mais en tout cas, il y a cet élan-là et les grandes entreprises sont obligées de faire ce plan, sinon, et d'avoir cette vigilance raisonnable. C'est-à-dire que si elles ne le font pas, on considère qu'elles peuvent être co-responsables. Donc la loi Pacte, je l'ai aussi évoquée tout à l'heure, mais c'est vraiment important parce que là, ça concerne toutes les boîtes pour le coup. Ça a été intégré dans le Code civil. La loi Pacte qui vient dire qu'effectivement, maintenant, il y a cette obligation pour les entreprises, selon leur secteur d'activité, de prendre en considération les risques ou les enjeux éthiques, juridiques liés à leur secteur d'activité. Donc c'est assez innovant parce qu'avant, elles n'avaient pas cette obligation. Maintenant, oui. C'est pour ça que là, même si les grandes boîtes n'ont pas des devoirs de vigilance et autres, elles ont quand même une responsabilité de voir quel est leur impact. Et c'est aussi cette loi qui a créé la société à mission, qui se développe de plus en plus, et la possibilité d'intégrer la raison d'être, etc. Donc l'éthique est multidroit. C'est un subtil mélange entre les valeurs, la vertu, la morale, les règles. Le droit peut prendre sa source dans les principes éthiques. Le droit peut être une matérialisation des principes éthiques. Et le droit apporte un cadre pour respecter l'éthique. Donc vraiment, c'est une espèce de grande combinaison. Donc, il n'y a pas de droit de l'éthique, mais elle est multidroit quand même, que ce soit dans les droits, les lois et autres, ou le droit souple, soft law, les contrats, les chartes, les codes éthiques, etc. Les labels et les contrats auxquels on se soumet volontairement. Donc, un petit résumé de quelques lois sur différents sujets. Et des exemples de nombreux droits qui comportent un volet éthique en droit de la concurrence, l'entente, l'abus de position dominante, le parasitisme,
droit des sociétés, devoir de vigilance, abus de pouvoir, délit d'initié, droit social, l'égalité, droit des personnes en situation de handicap, visible ou invisible, très important, non-discrimination, vous l'avez dit tout à l'heure, lutte contre le harcèlement aussi, finalement, droit de la compliance, on pourrait dire, donc là, qui va plus fédérer corruption, blanchiment, fraude, conflit d'intérêts, les cadeaux, ça aussi, par exemple, les médecins ont des réglementations particulières en la matière, protection des données, bien sûr, vous avez déjà, vous êtes sensibilisés, ou autres, cybercriminalité, droit de la presse, droits humains, droit de l'environnement. Donc vous voyez, c'est très large. En fait, ça touche tous les domaines du droit, en fait, en réalité. On se rend compte que c'est... pourquoi est-ce qu'on ne l'avait pas dit avant? Finalement, je n'avais jamais entendu le mot d'éthique pendant toutes mes... Jamais. Moi, j'ai découvert... Ça fait un moment que tu nous en parles. Ben. Non, mais dans le sens où c'est vrai, tu as été une des premières à parler de ça. Ben, je sais Moi, pas. Je me souviens, Quand... quand tu as lancé ton cadre, je me souviens que je me disais, je n'avais pas beaucoup entendu parler de ce terme-là. Après, il y a eu un peu de formation à l'université. Ils ont fait des masters éthique des affaires, etc. Ah, maintenant, oui. Maintenant, il y en a pas mal, oui. Effectivement. Moi, j'ai une question, Solène. Ouais. On a compris que quand il y avait un scandale éthique, c'était catastrophique pour l'entreprise. Oui. Mais les entreprises qui d'elles-mêmes ont une éthique parfaite et qui mettent en avant ce truc-là, est-ce que ça les aide à développer encore plus de business? Est-ce qu'on a est-ce qu'on a un peu de recul par rapport à ça? En fait, on ne sait pas. On a bien compris que c'est vrai que dans la société dans laquelle on vit, dès qu'il y a un scandale éthique, c'est la catastrophe. On le sait, on le sent. Quoi. Mais est-ce que ça peut être aussi un plus? Tu vois, je m'interroge en fait. Oui, complètement. Et c'est tout à fait juste parce que justement, comme tu dis, peut-être que je radote, mais au début, moi, j'étais convaincue intuitivement que c'était la bonne voie, mais que c'était perçu un petit peu comme, je ne vais pas dire un idéal ou un idéalisme, on va mettre des bonnes pratiques, etc., pour faire du bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que souvent, les premières missions que j'ai eues, et quand même souvent, on ne va pas se mentir, c'est soit par les DG ou l'image de l'entreprise, au regard des risques potentiels qui peuvent arriver, pour éviter que l'enseigne, la marque, soit associée à un scandale. À partir de là, c'est comment, du coup... Voilà, donc c'est très associé au risque, à la gestion et l'anticipation des risques, et par exemple, même les entreprises qui font alliance avec un autre partenaire, de vérifier que lui-même est bien en conformité, sinon la faille, elle est là. Par exemple, pour les données personnelles, ça va être le prestataire qui, lui, n'est pas du tout en conformité. Hop, la faille, elle peut venir là. Ça peut être un prestataire qui se comporte super mal et qui va être pointé du doigt. Ça va rejaillir sur vous si c'est votre partenaire numéro 1 que vous avez choisi. Donc ça, c'est, on va dire, l'approche un peu négative qui fait qu'on va amorcer une démarche. Mais de manière positive, et c'est avéré, déjà, alors c'est bénéfique dans la gestion par rapport au risque, parce qu'en réalité, si on a cette démarche, comme je dis, naturellement, on va limiter ces risques, les diminuer, voire en supprimer certains. Que ce soit en termes de sécurité, de procès ou autre, c'est quand même... Ce qui est difficile, c'est que c'est vrai, et c'est un sujet, c'est qu'on peut difficilement valoriser, en fait, l'investissement que vous faites maintenant, l'impact que ça va avoir après. Ce qu'on sait, c'est que si vous ne le faites pas, voilà. Mais parfois, il y avait ce côté, mais pourquoi est-ce que je vais investir là-dedans? Parce que je n'ai pas la visibilité. Donc, je pilote par les risques et on verra bien. Et le jour où ça arrivera, je gérerai. Sauf qu'il y a plein de boîtes qui sont plantées à cause de ça. Pardon. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'en fait, maintenant, on se rend compte de l'impact et des multiples vertus à tous les niveaux. Donc, les risques, on l'a vu, Vernie, mais il y a aussi la réputation et la confiance. Par exemple, si vous avez une boîte, et moi je trouve que l'écriture juridique, les contrats, c'est vraiment important parce que c'est vraiment un reflet. Je vais prendre l'exemple de ma grand-mère qui m'a dit un jour, ma petite fille, je ne comprends rien à mon contrat d'assurance, est-ce que tu peux m'éclairer? Bon, j'ai dit effectivement, mais tout le monde n'a pas la chance d'avoir une petite fille qui fait du droit et qui sait expliquer les choses. Mais admettons que vous avez des produits identiques. Je peux prendre un exemple de choses que j'avais vues, je n'ai pas envie de stigmatiser, mais d'un produit qui, on va dire, ne fonctionnait pas dans un certain contexte, lié au numérique, on va dire à la captation d'un produit qui est censé garantir la sécurité, un bracelet électronique pour la géolocalisation, etc. Et je vois dans le flyer de communication
écrit en tout petit avec notre fameuse petite clause que vous aimez tant, police 7 ou 9 maximum, il faut prendre une loupe pour regarder, qui dit, en gros, j'exagère, notre bracelet ne fonctionne pas quand il y a des nuages. J'exagère, mais c'est un peu ça. Et là, je dis, mais attendez, mais c'est ça qu'il faut mettre en avant. Il faut que la personne sache que ça fonctionne dans 70% des cas, parce qu'elle prend son risque, elle dit, OK, je suis d'accord avec ou pas, mais elle est informée. Alors que là, c'est vraiment la clause de, ah non, non, il ne faut pas le dire, faut surtout pas le dire, parce que sinon. Je dis, mais au contraire, moi je veux dire, les avocats et tout, c'est comme les aigles, ils voient la faille, chou, moi je vais directement là-dessus, et je l'explose. Donc, l'importance de la transformation, de la confiance. Et si vous avez, mettons, voilà, une entreprise avec un contrat qui est super fumeux, pas clair, avec un jargon juridique qui à l'époque était plébiscité par les juristes, mais moi que je trouve catastrophique. Si au contraire vous avez le même contrat qui va être super clair avec le même produit, bah, vous allez prendre quoi? Là où vous avez confiance, là où c'est clair, là où vous a rassuré. Donc c'est aussi un atout concurrentiel et commercial. Et pas que ça, c'est que, alors on le voit dans les produits, même le yaourt, tous les bienfaits que ça devient un argument de com'. Par exemple, je disais les voitures, mais il n'y a pas que ça. Regardez, tout à l'heure, j'ai vu le Moral Score. J'ai découvert ça tout à l'heure. Classement des marques alimentaires les plus éthiques. Bon, elles jouent là-dessus. Enfin, elles mettent en avant. Des dizaines d'entreprises ont été analysées à ces regards-là. Et donc, consommateur, consommatrice, moi, je vais, ou le poulet, ou le jambon, ou d'autres choses, n'importe quoi. Ça vient d'où? Je sais l'origine, la traçabilité, j'ai confiance, je connais le producteur, j'y vais. Ça vient de je ne sais pas quel pays, c'est passé par 1000 et un produits chimiques, je vais m'abstenir. Donc en termes d'impact, c'est devenu essentiel pour vendre, mais pas que. Aujourd'hui aussi, comme je dis, dans l'écosystème de partenariat, par exemple des grandes boîtes qui peuvent faire travailler des petites, vont vous demander, alors je ne vais pas citer de marque, mais j'ai vu un audit social ou un projet d'audit social d'une boîte, fait par un grand groupe de luxe mondial, qui a un sous-traitant pour faire tel produit, et ben ils sont venus leur dire, vous faites quoi en matière sociale, en matière environnementale, en matière de lutte contre le harcèlement, en matière d'égalité, tous les sujets en fait qui, eux, enfin pour cette grande boîte qui relève leur périmètre dans le cadre des devoirs de vigilance et autres, et ben ça rayonne sur les prestataires aussi et les fournisseurs. Et donc, et des exemples positifs aussi en matière d'appel à projet ou d'appel d'offres. J'avais fait une conférence aussi avec un acheteur public qui est commande publique, qui disait pour 15%, dans le choix des entreprises, il y a 15% qui vont être selon les démarches éthiques, environnementales de l'entreprise. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, vous êtes écarté direct. Si vous le faites, vous candidatez, vous avez plus de chances. Et si vous le faites bien, ce ne sera pas forcément le tarif du prix qui va être toujours priorité, mais plutôt, je vais le prendre lui, ou cette entreprise-là, parce qu'elle a ces démarches-là. Donc c'est aussi un enjeu stratégique. Il faut penser aussi l'entreprise, ce n'est pas que vendre à des consommateurs, des consommatrices, c'est aussi avoir des partenaires, être sous-traitant d'autres personnes et autres. C'est aussi positif en matière de recrutement, parce que de plus en plus, pareil, avant je parlais de sens. Un jour, j'ai fait un colloque en 2017, je parlais de sens. Solène, oui, aujourd'hui tout le monde dit je veux trouver du sens dans mon activité, je veux m'épanouir dans une entreprise où je peux être épanouie, partager mes valeurs. C'est pour ça que je revenais à ce sujet-là, et dans des secteurs même où c'est très difficile de recruter. Je peux prendre un exemple, par exemple, d'un EHPAD, on sait que c'est très compliqué, c'est un secteur quand même qui est difficile. Il y en a un qui a, au départ, justement, au début, ils ont commencé à vouloir économiser de l'eau. Alors c'est quelque part vertueux, mais sur le plan économique et puis environnemental. Et ensuite, ils ont continué, ils ont commencé à mettre de plus en plus d'actions. Ils ont ouvert, ils ont mis des pistes cyclables, bref, ils ont entrepris plein d'actions dites RSE. Il y a une file d'attente pour aller travailler dans cet EHPAD-là et pas celui d'à côté. Donc, quand ça vient toucher comme ça les valeurs, et puis on a pu travailler dans des endroits où, quand on n'est plus aligné avec des valeurs, on part, justement. Il y a un moment, on le sent, il y a une tension entre non, et là, je ne peux pas accepter ça et tout. Voilà, pas pour rien que j'ai appelé mon cabinet de bioéthique. Donc, c'est important. Voilà. 10 petites minutes, est-ce que je te propose, pour qu'il y ait un temps de parole, qu'on passe peut-être aux questions si vous en avez. Oui, monsieur. Si ça te va, Solène. Ah oui, alors du coup, vous regarderez, parce que j'avais des slides sur la cartographie des risques, oui, bien sûr, des exemples, que vous puissiez avoir, les missions, etc. Un peu pour faire du concret, mais voilà, parce qu'évidemment,
c'est très lourd. Bonsoir, Miss Assemblée. Donc, je tiens chaleureusement à vous remercier d'abord de la clarté des propos. Je pense que voilà, nous avons bien suivi la conférence de masterclass et nous avons bien apprécié. C'est ce, voilà, je voulais tout simplement vous poser une petite question que nous sommes appelés demain donc, à intégrer les entreprises. C'est ce que je demande, comment pouvons-nous faire pour promouvoir une culture éthique dans une entreprise, une fois intégrer l'entreprise, comment faire pour promouvoir en tant qu'employé la culture, la éthique de l'entreprise dont nous sommes affiliés. Ça, c'est un truc. Parfois, est-ce que la deuxième question est la suivante, est-ce qu'une mauvaise gestion d'une entreprise des données personnelles ne peut pas être classée, ou bien ne peut pas être rangée comme des comportements, ou bien comme des actes non éthiques d'une entreprise, c'est-à-dire une mauvaise gestion des données. Ouais. Cela ne peut pas être considéré ou bien rangé dans des pratiques non éthiques d'une entreprise. Excellente question. Deux questions. Ouais. Merci beaucoup. Donc pour les personnes qui nous regardent, c'est très intéressant. C'est est-ce que vous avez le pouvoir d'impulser, une fois que vous serez dans les entreprises, une démarche ou une culture éthique ou d'y contribuer? Et la deuxième, c'est une entreprise qui ne respecterait pas la protection des données personnelles est-elle coupable de manquements non éthiques? Alors sur le premier point, moi je pense qu'effectivement déjà, quand vous allez candidater, vous allez regarder, et en fait même vous allez le faire, vous allez regarder les démarches sur le site ou les publications, est-ce qu'il y a des valeurs, des engagements, pour choisir tel ou tel, peut-être qu'il y en a qui vont vous parler plus, ou sinon, moi je pense évidemment que les juristes en interne ont cette possibilité d'impulsion. Ce qui effectivement il faut avoir en tête, c'est que souvent, systématiquement, il faut que ça soit porté au moins par une personne dans l'entreprise qui a envie de le faire. Si personne, tout le monde s'en fiche, il ne se passera rien. Mais l'intérêt, c'est effectivement après de convaincre. Si jamais une entreprise, vous voyez qu'il y a des améliorations potentielles ou qu'il n'y a pas de charte éthique ou que vous trouvez qu'il y aurait moyen soit d'approfondir ou voire de communiquer sur des bonnes pratiques. Par exemple, j'ai accompagné un cabinet qui disait on n'a pas de politique RSE, on ne fait pas rien de spécial. J'ai fait un audit, j'ai regardé toutes les actions sur certaines thématiques. En fait, il y avait plein de choses en interne qui étaient faites, mais qui n'étaient pas connues et pas sues. Et même les salariés qui portaient des valeurs géniales, des assistantes et autres, qui étaient impliqués dans des associations, par exemple, que l'entreprise a eu envie de soutenir. Donc en fait, il y a ce travail aussi qui peut être fait en interne, voir d'abord dans quel secteur d'activité vous êtes, quelle taille, quel périmètre. Admettons s'il n'y a rien qui est fait, de voir du coup quelles sont les règles ou pas qui s'appliquent, qui sont obligatoires, ou alors ce qui pourrait être fait par rapport au secteur d'activité. Et bien sûr que si vous avez cette envie, cette impulsion, ça peut être vous le moteur d'une démarche. Et ensuite, vous pourrez faire des plans de conformité, des chartes, des codes de conduite, des règlements intérieurs, des clauses éthiques dans les contrats, etc. Et vous serez au cœur du dispositif. Donc je pense que oui. Et pour le deuxième point, alors je vais le faire du coup à l'envers. Donc ce fameux gros dossier que j'ai eu tout à l'heure, que je vous ai évoqué tout à l'heure contre une grosse boîte, c'était une boîte qui faisait vraiment très très importante en matière de gestion des données, notamment de santé. Et en fait, il semblerait, selon les expertises toujours en cours, que des règles de sécurité n'ont pas été respectées. Et ça a été des milliers de données qui ont été perdues. Et en fait, on peut se dire, c'est pas grave, les données, c'est quoi en fait? Il n'y a pas vraiment d'incidence. Les incidences pratiques, alors qu'on a évité ou pas, on ne saura jamais. C'était dans le secteur de la santé, c'était dans le secteur de l'hospitalisation à domicile. Donc du coup, c'était un prestataire qui avait fait confiance à une entreprise pour stocker les données, qui a flambé, incendie. Vous pouvez regarder, c'est OVH 2021. Et concrètement, c'était pendant un mois, comme l'équivalent d'un hôpital réparti sur toute la France, qui n'avait plus accès aux données de santé, c'est-à-dire aux ordonnances, etc. Donc c'est quand même, ça serait un hôpital qui flambe. On verrait tout de suite les résultats concrets matériels. Là, c'est immatériel, on ne le voit pas. Mais concrètement, potentiellement, il y a des personnes qui soit n'ont plus de médicaments, d'antidouleurs, sachant que l'hospitalisation à domicile, ça peut être les fins de vie, les cancers, des choses graves et lourdes. Pourquoi pas des décès, on ne sait pas. Donc il peut y avoir aussi des conséquences très concrètes. Donc oui, aujourd'hui, en plus, là, pour le coup, la CNIL,
En termes de compliance, c'est quand même aujourd'hui quelque chose qui est quand même plus assez ancien maintenant. C'est difficile de ne pas respecter les données personnelles, notamment dans les secteurs où vous touchez des données sensibles. Ça peut être aussi des données sur les origines ou autres. Pourquoi? Parce que c'est comme ça, mais il y a de plus en plus de fraudes et d'attaques de hackers qui se développent. Hein. Les escrocs, ils vont là où il y a du business. Hein. Il faut savoir qu'une donnée de santé, ça se vend. Ça vaut tant d'euros, la donnée de santé. Si vous piquez le numéro de carte vitale, le numéro de carte bleue, ça se vend, ça se revend dans les marchés noirs, etc. Il y a un business derrière ou des rançons, comme on le voit aussi de plus en plus. Et ça se multiplie parce que le numérique fait une nouvelle escroquerie à grande échelle. Et ça tape fort et beaucoup. Et il y a des entreprises qui se font hacker. Donc la cybersécurité, c'est fondamental pour une boîte, n'importe laquelle. Donc oui, oui, ça c'est un enjeu important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, monsieur. Merci, madame, pour votre intervention instructive. Et là, moi, je me poser la question de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, le droit est suffisamment armé pour encadrer le comportement non éthique? De qui? De quoi? Le comportement non éthique, le non-respect de l'éthique dans les entreprises. Est-ce que le droit est clair déjà? Est déjà prêt pour encadrer ce comportement? Alors je dirais oui, et il peut y avoir des améliorations possibles. Je vois, entreprise ou autre hein, d'ailleurs. On parlait par exemple de tout ce qui est l'éthique des affaires. Pour moi, elle est un peu trop rapprochée tout le temps, même si c'est fondamental, à l'aspect corruption, blanchiment, etc. Et je trouve que parfois, les comportements, le harcèlement, etc., passent un peu en second plan, alors que c'est fondamental pour le bien-être des entreprises. On a pu le voir aussi avec des parlementaires qui sont extrêmement mal comportés. J'ai regardé leur charte éthique. Il y a beaucoup le conflit d'intérêts, la corruption, etc. Mais il n'y a rien sur l'aspect quasiment, ou très peu, sur les mauvais comportements sociaux, qui pourtant ont un impact fort. Donc oui, le droit encadre bien, mais comme on le voit, c'est toujours en évolution. Et donc il y aura forcément encore d'autres évolutions. Mais on peut dire, dans les comportements, tout est encadré, et quelque part, ça fait aussi beaucoup écho au pénal, ou au droit du travail, ou à des sanctions après qui touchent l'entreprise. Je ne sais pas ce qui pourrait échapper, mais très certainement, je pense que ça va se renforcer encore. Voilà. Si je peux me répondre. Est-ce qu'on a peut-être une dernière question pour clôturer cette masterclass? Lina? Non, c'est pas une question, mais plus pour aller dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, pour revenir sur la question sur la donnée. Aujourd'hui, je sais que dans toutes les entreprises, on demande à ce qu'on soit conforme à la RGPD. Ouais. C'est devenu un fondamental et je sais que par exemple, entre entreprises, oui, dites-moi. Par exemple, je suis en alternance dans une entreprise pas du tout d'informatique, donc tout ce que vous disiez, ça me parle. Ça fait vibrer, c'est bien. Non, mais on retrouve beaucoup la cybersécurité, etc. C'est vraiment des très très grosses problématiques aujourd'hui. Et je sais que quand, par exemple, on fait de l'infogérance, de la maintenance pour des laboratoires, des grands groupes, etc., et on nous demande, la première chose qu'on nous demande, c'est pouvez-vous nous envoyer un avenant RGPD, quelque chose qui justifie le fait que vous avez... Ça me fait plaisir. C'est doux à entendre. Ben oui, vous êtes concerné, vous avez vu directement. C'est moi qui vais le dire. Ah, bravo. Nous avons les ambassadrices de l'éthique. Vous voyez, une incidence concrète. Pour garder le marché, vous êtes obligé de ne montrer pas de blanche, c'est ce que je peux dire. Du coup, c'était plus pour rebondir sur la question concernant les données. Concernant les données, je sais qu'aujourd'hui, c'est devenu un fondamental. Peu importe ce qu'on fait, tous les domaines, toutes les entreprises, par exemple, l'Institut supérieur du droit est conforme à la norme ISO. Ah oui, il faut que je regarde. Donc, ça, par exemple, Est-ce bien sûr? T'inquiète pas. par exemple, les partenaires, même pour certains. C'est la confiance, voilà. Ouais, les élèves aussi peuvent dire nos données sont bien traitées. Alors,
si vous me permettez, il y a 2 points sur ce sujet-là. Un, je sais que la CNIL recrute en ce moment un juriste. Parfois, je me dis quand même, si je pouvais avoir 1000 vies, ça serait vraiment génial. Juriste, consultant, données personnelles, recrutement à la CNIL, franchement, si ça vous intéresse, c'est quand même topissime. L'équipe est géniale en plus, hein, j'en ai connais. Il y a des vrais gens humains derrière qui sont très sympas. Et 2, vous disiez quoi? C'était sur le... Rappelez-moi, le deuxième point, j'ai réagi. Sur les données personnelles, l'importance du RGPD et d'être bien conforme, parce que c'est un gage de confiance finalement. Non. Les élèves. Oui, les élèves. Les élèves, Oui, les élèves. Alors, justement, dans une autre école que je ne citerai pas, il y a quelqu'un qui a, bon, je sais pas, un peu, qui a trouvé que quand on a reçu, nous les profs, les données des élèves, on avait accès à leurs fiches perso avec plein d'infos perso. Et en fait, c'est marrant, il est très attaché à l'éthique, vous voyez, comme on dit. Bon, c'est le seul à avoir réagi, parce que c'est bien, il a dit, c'est pas possible, on peut pas laisser passer ça, c'est une violation des données, on ne devrait pas avoir accès. Et du coup, l'école me dit, mais quand même, il exagère, franchement, nanana, il nous emmerde. Et lui, un prof, lui, dans son éthique, il a dit, on peut pas laisser passer ça, il faut que le dénonce. C'est intéressant de voir, c'est comment, dans une école, comme quoi faire attention oui, aux informations qui circulent, etc. Et là, c'est un cas très concret où finalement, ils se sont faillités. Et rigolo de voir les 2 parties qui disaient c'est inadmissible et l'autre qui dit bah quand même c'est inadmissible qu'ils nous attaquent comme ça. Voilà, c'était rigolo. Voilà. Bon, mais écoutez. Eh bien, Solène, merci infiniment. On a appris plein de choses, c'était vraiment enrichissant. Vraiment. C'était assez clair parce que tu vois, ça part, on pourrait parler des heures. Vous voyez, je n'ai même pas le temps passer avec vous. Merci. Merci beaucoup pour votre écoute.